Annie, merci d'être notre invitée. On a euh, à intervalles réguliers des intervenants politiques ou de la haute fonction publique qui viennent ici devant le Conseil. 123 personnes sont actuellement connectées pour t'écouter. Voilà, sans autre forme d'introduction, je propose que tu puisses nous dire ce que tu as envie sur à la fois, évidemment, les semaines que tu viens de vivre et ta lecture à toi, à la fois de ce qu'a fait Aurore Berger, de la nouvelle ministre, mais surtout du travail que tu as fait au Parlement autour de la proposition de loi Bien vieillir. Merci beaucoup, Luc. Merci de cette invitation. Tu le sais, j'ai toujours plaisir à venir échanger avec les acteurs de la profession, à partager nos travaux, nos engagements. Nous avons en commun le souhait de bâtir cette société du bien vieillir. Et donc, c'est important. Je pense que chacun, là où nous sommes, nous avons quelque chose à faire. Pour cela. Et donc, c'est toujours pour moi des moments précieux que ces moments d'échange. Alors, merci aussi des mots que tu as pu dire sur la PPL. Tu as dit que c'était le seul progrès depuis un an. Je te remercie de cette honnêteté parce que force est de constater que cette PPL a fait beaucoup couler d'encre et elle a beaucoup souffert de sa comparaison avec un projet de loi, ce qu'elle n'est pas. Et ce que j'ai toujours dit, c'est une proposition de loi. Le périmètre est limité, j'en suis consciente, mais nous avons la volonté, à travers cette proposition de loi, de faire tout de suite ce que nous pouvons faire sans attendre un projet de loi. À l'époque où nous avons fait cette PPL, eh bien, c'était le début de la seconde législature et dans les premières interventions qu'il y a eu des différents gouvernements, nous n'entendions pas parler de loi grand âge, de grand âge. Toutes les interventions sur le grand âge étaient extrêmement modestes et limitées. C'est la raison pour laquelle, avec quelques-unes de mes collègues, nous avons voulu écrire cette proposition de loi. Je le dis comme ça, nous avons mis le pied dans la porte en disant on va essayer de tordre le bras à nos ministres pour avoir quelque chose et pour relancer le sujet, parce que moi, mon inquiétude, c'était qu'on ne parle plus du tout du grand âge. Donc, elle est ce qu'elle est, cette proposition de loi. Ça n'est pas un projet de loi et nous avons toujours dit que ça ne devait pas être pour solde de tout compte dans le secteur, qu'il fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable et le périmètre d'une initiative parlementaire est beaucoup plus limité que le périmètre d'un ministre, ça va de soi. Donc, c'est important pour moi de reposer les choses. Je voudrais dire deux mots très rapidement sur ma prime Adapt, puisque effectivement, il y a des travaux qui sont faits au sein du comité d'évaluation et des contrôles des politiques publiques que j'ai le plaisir de vice-présider. Et il y a un rapport sur justement l'évolution des logements face à la transition écologique, pardon, et démographique. Et donc, nous avons hier auditionné l'ANIL, qui nous a dit, à ma grande surprise, que l'ANA, le conseil d'administration de l'ANA, à ce jour, n'a pris aucune délibération pour préciser justement les critères, les consignes et les modalités de fonctionnement de ma prime adapte. Donc, c'est quelque chose que nous allons aller creuser. Et par ailleurs, comme tu le disais, je te le confirme, nous l'avons bien vérifié. Les budgets sont là pour commencer ma prime ADAPT et nous pensons dans ces travaux qu'il faut lier l'ensemble parce qu'effectivement, adapter un logement qui est une passoire thermique, c'est peut-être pas très judicieux. Donc peut-être qu'il faut construire quelque chose de plus complet. J'irai pas plus loin sur ce sujet parce que ça nous emmènerait trop loin. Reprendre aussi le sujet de la loi de programmation parce que c'est un sujet complexe, délicat mais important. Nous avons toujours dit avec cette PPL, nous voulons derrière une loi, une réforme, quelque chose d'ambitieux pour l'autonomie. Cette question de loi de programmation, elle est issue d'un amendement de notre collègue Jérôme Guedj. Et c'est vrai que c'est compliqué, les questions de loi de programmation. Déjà, le premier point, pourquoi nous, en tant que rapporteurs, nous ne l'avions pas mis? Parce que ça n'est pas constitutionnel dans un projet, dans une proposition de loi, de demander un projet de loi. Donc, en tant que rapporteur, on ne peut pas délibérément mettre quelque chose qui n'est pas constitutionnel. Et par ailleurs, même si ça passe le Conseil constitutionnel,
ce que je doute, eh bien, ça ne crée aucune obligation pour les ministres que de faire cette loi de programmation. Pour autant, quand Jérôme Guedj a présenté cet amendement, nous avons donné un avis favorable en tant que rapporteur. Pourquoi? Parce que la symbolique était forte de dire, on sait que peut-être ça ne sera pas constitutionnel, mais nous voulons vraiment que ça rentre dans le débat, la nécessité d'avoir une loi. Après, que ce soit loi de programmation ou loi grand âge, peu importe. À titre personnel, je préférerais une loi grand âge qu'une loi de programmation parce que je pense qu'on pourra avoir un périmètre beaucoup plus grand sur ce qu'on y mettra, puisque la loi de programmation, c'est vraiment programmation de finances publiques. Donc effectivement, mais l'idée, c'était vraiment d'imposer et de dire très très fort, l'ensemble des parlementaires, ça a été voté à la quasi-unanimité, l'ensemble des parlementaires, quelles que soient les valeurs politiques qu'ils portent, veulent une loi, un texte, une réforme, quelque chose d'ambitieux pour le grand âge. Donc là, c'était vraiment un message politique que nous avons fait passer à travers cet amendement. Alors la PPL, elle en est où aujourd'hui? Elle a été votée au Sénat, elle a été bien votée. Il n'y a eu que 17 voix contre. Elle a été bien aussi votée à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai, les sénateurs ont retiré un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous repasser la PPL article par article, si vous voulez bien. Je vais vous en parler dans sa globalité. Ça me semble plus intéressant. Et puis sur des points de précision, éventuellement, je répondrai à des questions. Il y a plusieurs axes dans ce que les sénateurs ont changé. Ils ont, c'est vrai, retiré un tas d'articles qui relevaient du domaine réglementaire. Pourquoi ces articles étaient là? Eh bien, ce sont des amendements qui ont été proposés par les différents groupes et qui ont été votés avec ou sans avis favorable des rapporteurs. C'est le jeu du débat parlementaire. Il y a parfois des amendements qui sont votés et qui sont réglementaires, même si le fond est intéressant. Donc tous ces amendements ont été retirés et c'est très bien. Ils ont également retiré l'ensemble des mesures de sécurisation et de simplification de la mise sous protection juridique lorsque celle-ci est nécessaire, parce qu'ils considèrent que cela doit être examiné en commission des lois, notamment. Bon, on verra ce que donne la commission mixte paritaire que la ministre a convoquée hein, dès hier. Moi, je le regrette un peu parce que c'était des mesures de simplification attendues, que ce sont des mesures qui sont sorties des États généraux de la justice, que bien sûr le cabinet de la justice avait travaillé ces amendements et que moi, en tant que rapporteur, quand le cabinet de justice m'a demandé de les porter, je les ai faits. Je n'avais pas le temps matériellement de demander un avis de la commission des lois, mais je les ai fait expertiser par Sacha Ollier, le président de la commission des lois. Et donc, je le dis très simplement, ma spécialité n'est pas la justice, mais quand le monsieur Dupond-Moretti me demande de travailler sur ce sujet, qu'il me dit que c'est sorti des États généraux de la justice et que le président de la commission des lois valide, j'ai confiance et je porte. Donc, on verra ce que donne la CMP. Si les sénateurs tiennent à ce que ça passe en commission des lois, eh bien, on y renoncera. Mais c'est dommage parce que je pense que ça répond à quelques attentes. Et puis, et ils sont fidèles à ce qu'ils portent. Ils ont bien renforcé. Ils ont bien renforcé la position du département là où nous, on l'avait peut-être un peu amoindri. Ce sera la discussion forcément centrale de la CMP. Et ils ont retiré la majorité des mesures que le ministre de l'époque, à savoir Jean-Christophe Combes, avait appelées moralisation du secteur privé commercial. Je fais référence aux 10% de dividendes réinjectés pour le bien-être des patients, à l'engagement dans les sociétés à mission. Ça a été retiré. Là encore, ce sera l'objet d'un débat. Nous verrons ce qu'il en ressort. Et ils ont aussi retiré ce qui me gêne plus parce que, à mon sens, ça vous rendra pas service. Ils ont retiré les mesures contraignantes à l'issue d'un contrôle. Et donc, et ils ont retiré le fait de
conditionner le renouvellement de l'autorisation d'exercice lorsque les contrôles ne sont pas satisfaisants ou lorsque l'évaluation de la qualité n'est pas satisfaisant. Moi, je trouve ça dommageable, non pas au niveau pour dire il faut que on condamne les uns ou les autres, mais il y a une vraie crise de confiance dans l'ensemble du secteur, hein. Et donc, pour moi, si on veut restaurer la confiance, il y a eu des affaires, il y a eu une perte de confiance, c'est la transparence. Et la transparence, c'est de dire, on fait des contrôles, les contrôles ne sont pas satisfaisants, on corrige. Ça se fait partout ailleurs. De même, si on fait une évaluation de la qualité, c'est du temps, c'est de l'argent. Si l'évaluation de la qualité n'est pas satisfaisante, ne répond pas aux critères du référentiel, il y a des recommandations. Si les recommandations ne sont pas satisfaite, eh bien, voilà. Donc ça, on verra, ce sera l'objet d'une discussion en toute transparence. Moi, je vous dis ce que je défendrai parce que pour moi, ça va finalement dans votre sens. La transparence, vous en avez besoin si vous voulez que la confiance qui a pu être perdue, mais pour le secteur privé commercial, associatif et pour le secteur public, hein, je ne cible pas l'un d'entre vous, tous les statuts, à mon avis, c'est important. Alors, sur quelques modifications importantes que le Sénat a apportées, sans rentrer dans tous les détails, il propose de supprimer, vous savez, l'article 1 créer la conférence nationale de l'autonomie. Il propose de supprimer cette conférence nationale de l'autonomie. Pareil, ce sera l'objet d'une discussion sur le point fort du service public départemental de l'autonomie. Tout cela est validé par le Sénat il renforce la place du département au sein du service public territorial de l'autonomie. C'est ce guichet unique qui a pour mission principale d'apporter à toute personne qui se présente une réponse complète, globale, coordonnée, structurée. Donc c'est pareil, hein, ce sont des mesures de bon sens. Et par ailleurs, c'est issu des travaux de Dominique Libaud qui était le SPTA, ce que nous avions voulu introduire dans la loi initialement, qui a été transformé par voie d'amendement en SPDA, c'est-à-dire Service public départemental au lieu de territorial de l'autonomie. Et le Sénat ajoute une dimension infradépartementale avec la création de territoires de l'autonomie. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Un point qui, de ce que j'ai entendu, fait débat et ne vous satisfait pas forcément complètement, c'est que les directeurs des EHPAD publics, alors ça va peut-être moins vous concerner, mais la nomination des directeurs des EHPAD publics par l'ARS après avis du département pose question dans le secteur public. Extension des mesures, évidemment, à Saint-Martin, ça, c'est normal. Voilà, je vous brosse les choses hein, globalement. Sur l'aspect promotion de la bientraitance, lutte contre la maltraitance, globalement, le système proposé a été accepté. Il y a une petite nuance, l'instance que nous avions créée, il l'appelle cellule plutôt qu'instance. Et donc, je précise, cette instance de suivi et analyse toutes les alertes de maltraitance, quels que soient les différents systèmes utilisés. On garde les systèmes utilisés pour simplifier les choses. Tout est recentré sur cette cellule départementale qui a pour mission de relayer les alertes, soit vers l'ARS quand c'est des établissements de santé, soit vers le département quand c'est du médico-social, et vers la préfecture. Ils ont rajouté le préfet pour ce qui relève ni du sanitaire, ni du médico-social. Mais en gros, tout cela reste dans la loi. Ils ont validé tout cela. Donc, un système de lutte contre la maltraitance qui est solide. Les mesures de simplification, je vous le disais tout à l'heure, elles ont été supprimées. Sur la question des cartes professionnelles et de l'aide à la mobilité, pas de modification du Sénat, des petites choses mineures rédactionnelles, mais rien de très important. Ils étendent quand même la carte professionnelle. Nous, on avait conditionné la carte professionnelle à une certification de compétences.
ils ajoutent à cela une possibilité de 2 ans d'exercice auprès d'une personne âgée ou handicapée, ce qui peut-être permettra d'embarquer les intervenants au domicile des particuliers employeurs. On verra, mais tout cela sera de toute façon précisé par décret. Sur le fameux article 8, on en a aussi beaucoup parlé, qui propose l'expérimentation pour les départements qui le veulent bien et pour les services du domicile qui le souhaitent, de sortir de la tarification horaire avec une dotation forfaitaire ou globale en remplacement de tout ou partie de la tarification horaire. Donc cet article-là reste en l'état, il modifie les dates, c'est-à-dire que, excusez-moi, c'est toujours comme ça, j'aurais dû le couper avant. Pardonnez-moi. Ils raccourcissent. On avait fait une expérimentation de 3 ans. Il la demande en 2 ans. Donc ça, c'est pas gênant. Une évaluation, évidemment, 6 mois avant la fin de cette expérimentation. Nous, on demandait un rapport à la CNSA. Eux, ils demandent un rapport au Parlement. Bon, ça, c'est des points de discussion. Ça change pas complètement la phase des choses. Ils ont ajouté quelque chose que je trouve très, très pertinent puisque dans cette expérimentation, on déroge à l'obligation du CEPOM. Et en gros, on dit la dotation qualité de 3 euros, elle est remplacée par une dotation populationnelle pour, pour la continuité et en fonction du nombre des usagers. Et eux, ils ajoutent en fonction du nombre et de leurs caractéristiques. Et je trouve que c'est très bien parce que ça va permettre d'intégrer le niveau de GIR et donc la charge d'accompagnement. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et puis, quelque chose que je trouve beaucoup moins bien, à titre personnel, mais on verra encore l'issue des discussions, c'est ils rendent la réforme des services autonomie facultative. Donc, en la rendant facultative, ils la font tomber. Moi, je trouve que c'est dommage parce que cette réforme, elle vise quand même de faire un service de soins et d'accompagnement. C'est une réponse beaucoup plus globale qui correspond aux besoins du domicile. Et il y a beaucoup de services qui sont déjà engagés dans ce travail de transformation. Le décret est sorti au mois de juin. Ils ont déjà travaillé 8 mois dessus. Et je crois que c'est vraiment l'objectif à atteindre. Après, je suis consciente qu'il y a un certain nombre de difficultés et un certain nombre de freins juridiques à lever parce que la question des conventionnements, des fusions, des regroupements n'est pas aisée. Mais on est tout prêt à travailler avec vous pour voir comment on peut lever ce frein, parce que l'objectif final d'avoir pour les personnes à domicile une coordination de l'accompagnement et du soin me semble être le bon. Donc là encore, discussion à venir assez intéressante. Ils ont ajouté, ils ont ajouté la possibilité d'avoir, de moduler le tarif hébergement en fonction des ressources pour les résidents d'EHPAD. Moi, là-dessus, je le dis clairement, je suis un peu réservée. Tout dépend des modalités d'application. Parce que quand dans un couple âgé, il y en a un qui est en EHPAD et l'autre qui est à domicile, si l'on base cette modulation, comme tout ce qu'on fait en France sur le revenu fiscal de référence, on peut mettre en difficulté l'autre moitié du couple, si j'ose dire. Donc, tout dépendra des modalités. Enfin, voilà, c'est là encore discussion, pourquoi pas, mais en étant bien prudent sur les incidences que ça pourrait avoir. Que vous dire encore? Oui, je trouve un peu dommage aussi, ils suppriment les gérontopoles des conférences de financeurs. Et ça, moi, je trouve que c'était intéressant d'avoir les gérontopoles parce que cet aspect de transformation de l'EHPAD et de côté beaucoup plus sanitaire d'un certain nombre de personnes en EHPAD me semble être intéressant et on a besoin de l'avis des gérontopoles. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Là encore, il y aura des discussions à avoir autour de ça. Et voilà les grandes transformations. Pas de sujet sur. Ils ont validé toutes les mesures pour renforcer la législation en vigueur sur les évaluations de la qualité.
Donc ça tournera à peu près tel que c'était, à quelques petits points près. Et sur la question de prise en main par le secteur privé lucratif commercial, pardon, sur les changements de gestionnaire. Nous avions demandé, nous, initialement une autorisation. Ça a été transformé en information. Donc là, je crois que c'était une demande de la profession. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de la profession. Donc on aura des discussions. Je vais peut-être essayer avant la CMP de voir certains d'entre vous pour en discuter et pour revoir les tenants et les aboutissants de tout ça afin de prendre la conclusion la plus adaptée. Moi, clairement, ma philosophie, on a voulu apporter des réponses concrètes. Les sénateurs ont fait varier des choses. Il y a certains points sur lesquels je vais essayer d'être ferme, comme par exemple le maintien de la réforme des services autonomie. Et d'autres, c'est des points de discussion et je vais me rapprocher de la profession pour voir ce qui est le plus pertinent, eu égard au fait aussi que cette proposition de loi, on est dessus depuis le mois d'avril, qu'on a travaillé avec 3 ministres, 3 cabinets différents. Donc, forcément, qu'il y a des ajustements à faire. L'objectif, c'est pas de mener des combats personnels sur tel ou tel article, mais bien d'apporter les meilleures réponses, les choses le plus efficaces, le plus opérant et le plus vite possible. Et 2 mots aussi pour dire que comme toi, Luc, j'ai constaté l'engagement, la volonté de notre ministre Catherine Vautrin. J'ai déjà échangé beaucoup avec elle. Elle m'a demandé de lui faire une note sur tous les points de vigilance qu'il y avait à avoir. Donc, je lui ai fait une note en 4 ou 5 pages parce qu'il y a quand même beaucoup de points de vigilance à avoir sur le secteur. C'est vrai que notre Premier ministre n'a pas parlé de la loi dans son discours de politique générale. C'était pourtant écrit sur la version papier, mais vous savez que seul le prononcé fait foi. Alors, j'espère qu'il a juste omis ce qui peut-être pour lui est un point de précision. En tout cas, la ministre Catherine Vautrin s'est bien engagée en audition devant le Sénat à faire, avant la fin de l'année 2024, une loi de programmation ou une loi grand âge. Elle nous l'a redit mardi soir, elle a réuni la commission des affaires sociales, elle nous l'a redit, elle s'y est réengagée, donc je veux y croire. Et bien sûr, on sera là pour faire pression pour que ça arrive et je pense que la profession sera également très présente pour cela. Voilà, j'ai été volontairement très peu dans le détail, mais on y revient si vous voulez. Puis je pense que le détail, les uns les autres ont lu et les connaissent. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Annie. Alors non, je crois que tout le monde ne connaissait pas le détail parce que c'est quand même très récent et donc tout le monde n'a pas eu le temps de se pencher. Donc c'est pour ça que c'était absolument passionnant que tu nous fasses ce balayage de ce qu'a fait le Sénat et surtout de bien mettre l'accent sur les quelques points sur lesquels le débat demeure. Il y avait la question, tu l'as évoqué, de la moralisation. C'est vrai que le terme a été un peu vexatoire de temps en temps pour le secteur commercial qui avait l'impression d'être le seul, comment dire, à devoir rendre des comptes. La question de l'évaluation, de la confiance, de la transparence, tu l'as évoqué, et je pense qu'effectivement, il ne faut pas céder sur ces questions-là. La question de la conférence nationale de l'autonomie, on sait bien, c'était Monique Iborra qui tenait beaucoup à cet article, mais enfin, qui dans le nouvel environnement un peu qui est en train de se mettre en place, n'avait pas grand sens. Donc, on peut pas, voilà, on a vraiment besoin, et c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, une conférence interministérielle, un comité interministériel ou une conférence interministérielle. Mais la conférence de l'autonomie paraissait quand même très largement faire doublon avec le conseil de la CNSA. Et donc, j'espère que cet article sera effectivement oublié. Tu as dit, et c'est très important, notamment pour beaucoup d'ici, des locaux qui sont présents avec nous ce matin, que ce que tout le monde n'avait pas noté, hein, c'est que le SPTA est devenu le SPDA, c'est-à-dire le service public départemental de l'autonomie. Mais quand même, que les sénateurs remettent la question territoriale et infradépartementale en exergue, c'est essentiel. Parce que si c'est Tout pour à fait. remettre uniquement le cadre départemental, ça fait juste 150 ans qu'on le connaît, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est véritablement qu'on puisse élaborer des guichets uniques, des politiques publiques sur des bassins de vie qui veulent dire quelque chose pour les professionnels et donc cette notion de territoire, notamment infradépartemental, c'est essentiel. Sinon, on a l'impression de faire du surplace
avec le cadre départemental. Sur les services autonomie, il y a pas mal de fédérations, je vois Catherine de la FESP ici par exemple. C'est vrai que le service autonomie, c'est une grande logique, c'est-à-dire de dire que l'accompagnement et le soin sont ensemble. Mais enfin, en même temps, depuis quelques mois qu'il faut mettre ça en place, tout le monde se tire les cheveux. Voilà. Bien sûr. Alors, plus Catherine que moi, d'ailleurs, demeurant, et pour des raisons physiques assez évidentes. Mais enfin, c'est quand même pas arrivé à maturité, le truc. Donc il faille y réfléchir. Bon, on va laisser la parole à ceux qui connaissent toutes ces questions-là. Donc, merci en tout cas de cette radioscopie de l'état où on en est aujourd'hui. Et je laisse la parole à qui veut la prendre pour questionner Annie Vidal pendant qu'elle est encore avec nous pendant quelques minutes. Donc après avoir interpellé Catherine Lopez, elle ne peut pas ne pas poser une question maintenant. J'étais en train de chercher l'endroit pour lever la main, mais je ne le trouve pas. Mais je veux bien poser une question, oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais revenir sur la question de la carte professionnelle parce que c'est vrai qu'on était pas mal intervenu sur ce sujet et que dans cette perspective de professionnaliser le secteur, de renforcer l'attractivité des métiers, il nous semblait vraiment important de donner à ce métier d'aide à domicile une vraie valeur à travers effectivement le diplôme, la certification. Est-ce que c'est un point sur lequel vous allez vraiment tenir la position dans le cadre de la CMP ou comment vous vous positionnez par rapport à ce sujet-là? Alors, il y a pas de sujet là-dessus, puisque la version initiale du texte précisait que la carte professionnelle serait attribuée aux intervenants du domicile sous condition. On n'a pas mis diplôme, on a mis volontairement certification de compétences, parce que nous savons bien que les auxiliaires de vie n'ont pas toutes forcément un diplôme, mais il peut y avoir une certification de compétences qui peut s'acquérir pour obtenir la carte professionnelle. Donc ça, c'était dans le texte initial. Et donc, il n'y a pas de sujet là-dessus, ce sera comme ça. Les sénateurs ont rajouté certification de compétences ou certification d'avoir 2 ans d'exercice plein auprès des personnes âgées ou handicapées. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y aura de discussion. Je n'ai pas envie de faire la discussion là-dessus parce que l'idée, c'est de pouvoir quand même bien sûr, donner cette carte professionnelle, pas à toutes et tous, parce qu'il faut qu'on s'assure des compétences des personnes qui vont à domicile. Donc, il y a quand même mes certifications de compétences, exercices, il faudra négocier. De toute façon, il y aura un décret qui va préciser les modalités et les facilités d'obtention de cette carte professionnelle. Donc, sur la certification de compétences, oui, on va la donner aux professionnels, que ce soit vraiment une reconnaissance de la professionnalisation de la personne, mais pas essentiellement par un diplôme. Voilà, différentes certifications. Et ça, c'est important. Et c'est aussi important du côté de la personne accompagnée, parce que c'est rassurant, je trouve, que d'ouvrir sa porte à quelqu'un qui vous montre une carte et donc la personne sait qu'elle a en face d'elle un vrai professionnel. Donc, c'est un double objectif et qui me semble important et rassurant de part et d'autre. Merci. J'avais une autre petite question, je peux ou pas, Luc? Alors oui, et ce sera presque la dernière d'ailleurs, parce que on est à peu près dans Non, nos temps là. je voulais juste revenir sur la loi effectivement, loi de programmation, loi grand âge. Bon, c'est clair que tout le secteur attend ça de pied ferme, mais depuis très longtemps. Mais je me posais la question et il y a eu une multitude de rapports. Il y a eu un large consensus sur les diagnostics. Donc ça là-dessus, je pense qu'on a quand même vraiment avancé. En même temps, on sait qu'il y a des vrais enjeux de financement. Est-ce que pour rendre, c'est vraiment un partage, hein, est-ce que pour rendre cette loi grand âge possible, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, parce que ça dépasse quand même juste la question, ça dépasse l'unique question du vieillissement, on est vraiment sur un projet de société, est-ce qu'une convention citoyenne, comme il y en a eu sur la fin de vie, serait pas nécessaire pour que ce soit un vrai partage, parce qu'il y a effectivement les bénéficiaires qui sont concernés, les aidants et la société tout entière finalement, et le rapport de l'État à ses aînés. Et je trouve que peut-être
ça rendrait possible une transposition dans une politique publique un peu plus partagée, et ça rendrait peut-être accessible toutes les questions de financement qui aujourd'hui posent problème. Donc voilà, c'est ni une question, c'est voilà, un souhait qu'on peut éventuellement qu'on puisse soumettre ce sujet au Conseil économique. Je vais vous faire une réponse de Normande. C'est normal, hein. Je ne suis pas normande, mais je suis en Normandie. Intellectuellement, oui. Pratiquement, non. Pourquoi? Ça fait 7 ans que nous l'attendons, cette loi grand âge. Il y a eu X consultations. La consultation qui a abouti au rapport de Dominique Libault, grand âge, il y a urgence à agir. Il y a eu les consultations de Brigitte, lancées par Brigitte Bourguignon. Il y a eu le CNR. Donc, les mesures à prendre, je pense que nous les connaissons. Nous en avons d'ailleurs pris un certain nombre d'ores et déjà. Il en reste, bien sûr, il en reste à prendre. Mais il reste 2 points importants que sont la gouvernance et que sont le financement. Et ce sont des points éminemment politiques. Et ce ne sera pas, à mon sens, dans une énième consultation qu'on réglera ces points-là. Sur les financements, par ailleurs, il y a déjà eu beaucoup de rapports. Il y a le rapport Vacher, il y en a d'autres. Il y a les travaux de la chaire de la transition économique et démographique qui font des propositions. Il y a les travaux des assureurs. La vraie question sur le financement, c'est est-ce qu'on veut que tous les financements soient portés par l'État? Est-ce qu'on veut une solidarité nationale sur tous les financements? Ou est-ce qu'on veut d'autres modes de financement? Ça, c'est une vraie question, mais c'est quand même un choix politique. Donc, je pense que c'est à... Je ne crois pas que d'une consultation, de toute façon, sortira quelque chose d'unanime. C'est un choix de société. Et je pense que politiquement, qu'on se situe, pour faire très large, au centre, à droite ou à gauche, on peut en avoir des approches différentes. Donc ça, il faut que ce soit tranché. C'est volonté, courage politique, à mon sens. Et la question de la gouvernance, qui est essentielle également, elle ne parle pas à l'usager. L'usager, il s'en fiche de savoir si c'est l'ARS, si c'est le département ou si c'est la CNSA qui prend la décision. L'usager, il veut que quand il a un besoin, il ait une réponse globale. C'est ce qu'on va essayer de faire avec le SP qui était le SPTA au départ. Donc, je pense que c'est pareil. La question de la gouvernance est aussi un choix politique fort, qui n'est pas qui peut ne pas être sans conséquence, mais il faut aller sur ces 2 sujets. Moi, je suis intimement convaincue que si on n'a pas avancé davantage sur la loi grand âge, c'est parce qu'à ce stade, les décisions n'ont pas pu être prises sur ces 2 sujets majeurs. Et je pense que sur les financements, c'est vrai que on a l'habitude de dire le grand âge, c'est 12 ou 13 milliards par an. Vous imaginez bien que pour un responsable politique, ça fait peur, 12 ou 13 milliards par an. Mais 12 ou 13 milliards par an, comment? C'est pas forcément 12 ou 13 milliards par an qui vont venir du budget de l'État. Il y a d'autres manières de financement et donc il faut vraiment tout mettre sur la table et décider de ce que l'on fait sur cette prise en charge et comment est-ce qu'on finance le grand âge pour que justement, à mon sens, il faut que la solidarité nationale puisse s'exprimer pour celles et ceux qui n'ont rien, qui n'ont aucun moyen, mais pour pour un bon nombre de personnes, ça peut être différent et ça remet en jeu des questions fondamentales. Je pense notamment à la question de la philosophie que nous avons dans notre pays de la transmission du patrimoine. Donc, la question que je pose, est-ce qu'il faut que la solidarité nationale s'exprime là où il y a du patrimoine qui peuvent être mobilisés? Et autant il y a 7 ans, par exemple, sur toutes les questions de viager solidaire, les dispositifs n'étaient pas mûrs. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui ont beaucoup avancé. Donc, vous voyez, ce sont ce genre de questions qu'il faut se poser. Et donc, ça me semble difficile dans une consultation citoyenne. Mais ça n'est que mon avis, hein. Je n'engage surtout pas le gouvernement sur ce que je dis. Je vous donne en toute transparence ce que je pense de la question. Merci Annie. On a une toute dernière question. Je pensais que ce serait la
avec Catherine Lopez, mais Isabelle Madrid a levé la main et on ne peut pas ne pas donner la parole à la vice-présidente de l'Union nationale des CCAS, ce que je vais faire immédiatement, en précisant toutefois qu'avec Mathieu, nous sommes allés voir il y a 3 semaines maintenant Thierry Baudet, donc le président du CESE, qui nous a reçus au titre de la filière Silver Economy, et avec lequel on a parlé de la convention. Pas une convention, et c'est là où je serai aussi normand, non s'il s'agit de recommencer 30 000 concertations. Voilà. Oui, s'il s'agit peut-être de recueillir le point de vue des personnes âgées elles-mêmes qui n'ont pas, force est de constater, d'organisations qui soient Pas trop pleinement de place. représentatives. Il y a plein d'organisations, mais à la fin, voilà. Donc, moi, je voyais plus, je l'avais mis dans mon rapport d'ailleurs, comme une expression des citoyens âgés sur ce qu'ils ont envie, plutôt qu'à Alors nouveau ça, oui. recommencer tout à zéro sur le financement, Ah oui. etc. À condition que ça ne prenne Et pas trop de temps. voilà, et ce qu'a dit Gabriel Attal, le groupe parlementaire qu'il a reçu à Matignon, pour être transparent aussi, hein, tout le monde le sait, donc ça, c'est pas la peine et ça fait permettre de rebondir sur les propos d'Annie, il n'y aura pas 1 euro, il n'y aura pas un copec. Il y aura évidemment des mesures nouvelles au moment du PLFSS, mais l'embarras de Gabriel Attal, si je puis me permettre, hein, je crois, c'est que pourquoi c'est dans son discours qu'à la fin il ne le dit pas? Ben, il a répondu à quelques parlementaires comme ça dans les couloirs, c'est que lui, il ne sait pas comment on finance tout ça. Donc, Ah la oui. loi en général, oui, pourquoi pas, super. Mais moi, je ne veux pas m'engager dans un truc qui serait, au moment où Bruno Le Maire dit on arrête tout là, c'est fini la bamboche. Et donc, voilà, donc, on est dans cette contradiction-là. Et ce qu'il va falloir défendre, c'est sûrement qu'il faut des sous supplémentaires. Moi, ce que je voudrais défendre, ce que je dis à Catherine Vautrin, ici, il faut une loi de toute façon. Voilà. Qu'il y ait de Oui, l'argent ou pas d'argent, il faut une loi. Parce que, d'une certaine manière, ça va faire 15 ans que les gouvernants ne veulent pas de loi parce qu'il n'y a pas d'argent. Et j'ai dit à Catherine Vautrin, vous savez, depuis que vous êtes parti il y a 20 ans, l'APA est passé de 3 à 6 milliards, l'ONDAM de 5 à 12 ou 13 milliards. De toute façon, l'argent, il vient d'une façon, et on se prive d'une loi, alors que de toute façon, il y aura bien de l'argent mis dans ce domaine-là. Donc, voilà, donc vraiment, il faut vraiment insister là-dessus. On verra bien l'effort que la nation peut faire, mais ça ne peut pas être un prétexte à l'absence de travail législatif un peu plus structurant. Isabelle Madrid, et après, on passe à la séquence suivante. Merci. Merci, Madame Vidal, la pertinence aussi de vos propos, comme à chaque fois, connaissez parfaitement ce sujet. Et la seule chose que me posez comme question, je trouve, quand on parle de gouvernance, que le Sénat a enlevé beaucoup sur la gouvernance quand il a modifié cette PPL. Je me fais entendre plus de conférence nationale de l'autonomie, un SPDTA qui permet l'infra, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et je trouve qu'on a et plus de services autonomie, donc qu'on trouvait très pertinent hein, partout sur les territoires, c'est-à-dire rapprocher le soin de l'accompagnement social. Donc, je vois un peu votre avis sur cette vision des sénateurs qui, me semble-t-il, s'est arrêtée non pas au local, comme ils aiment le dire, mais au local qui est uniquement départemental. Sur la gouvernance, c'est important justement, parce qu'on a l'impression qu'on s'arrête au département, alors qu'on sait bien qu'aujourd'hui, bien sûr, je parle pour mon association, mais on voit bien que les CCS sont la première porte d'entrée. On voit bien que dans des départements où les évaluations se font pas 2 fois, mais 1 fois, en collaboration avec les départements, ça marche. Enfin, sur le financement, on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'Aurore Berger l'avait, me semble, bien posé. Oui, il faut s'interroger sur ce financement. Ça, on est tous d'accord, mais il est temps d'y réfléchir. Parce que quand on nous dit 2030, c'est dans 5 ans. Même s'il y a eu des progrès, parce que je pense que le tarif socle nous a beaucoup aidé. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir faire des choses et puis après on les défait. Et après, enfin quand même aussi sur le financement, je trouve que les choses sont en train aussi de se caler parce que la vraie question c'est le reste à charge. Aujourd'hui, quand vous parlez de la solidarité nationale, ça y est, depuis avec la loi, dans les EHPAD, ça va être en fonction de revenus. Et aujourd'hui, on voit bien que le reste à charge reste une question prioritaire pour ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Donc notre inquiétude, elle vient de là, c'est-à-dire
Où est le cap? Je comprends qu'il faut trouver une gouvernance, mais quand est-ce que, puisqu'on est tous prêts, quand est-ce qu'on y va? Et vous avez raison, c'est politique. Et pour le financement, c'est pareil. Voilà, c'est un peu je voulais avoir votre avis avec, après tous ces mois, effectivement, de concertation. Quant à la participation citoyenne, c'est aussi le grand vide, d'après moi, sur le service public départemental de l'autonomie, où il va falloir aller chercher aussi la vie des personnes, et non pas simplement à travers les instances qu'on connaît déjà, mais essayer d'aller vraiment faire tester un peu ces dispositifs qu'on va mettre en place. Merci pour vos réponses, madame. Merci Isabelle. Bon, les réponses elles ont été déjà données à 90%. Donc je vais redonner Oui, la parole à c'est Annie très, pour un peu plus. c'est très, très vaste le sujet. Alors, effectivement, rapidement sur les financements, ce qui reste beaucoup, notamment en EHPAD, c'est quand même la question de l'hébergement, d'où ce que je disais tout à l'heure entre le viager solidaire et le principe assurantiel, parce qu'il y a aussi des très, très chouettes propositions qui sont faites. Donc là, c'est une question qu'il faudra trancher et qui peut permettre de prendre en charge l'hébergement. L'hébergement et la nourriture, c'est pas forcément à prendre en charge par l'État, parce que chacun a ça à sa charge, qu'il soit chez lui ou en établissement. Effectivement, l'établissement, ça peut être plus coûteux que chez soi. Sur la question du domicile, eh bien oui, il y a encore un reste à charge important parce qu'on a des plans d'aide qui ne sont pas tout à fait suffisants. C'est pour ça qu'on propose de sortir de la tarification horaire pour avoir une tarification plus forfaitaire, plus globale, qui puisse peut-être sortir de la tarification à l'heure et du temps décompté. Je pense que là, vraiment, c'est la réforme de l'autonomie. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, moi, je tiens à la réforme de l'autonomie. Sur les questions c'était l'autre question, c'était sur la gouvernance. La gouvernance, on y va un petit peu parce que quand on dit qu'on fait la fusion du forfait soins dépendance dans les EHPAD, ce que vous attendiez depuis longtemps, eh bien, ça veut dire que la partie de la dépendance qui est à la charge des personnes, elle va être prise en charge par la sécurité sociale. Et enfin, pour le financement, effectivement, c'est un faux problème. Enfin, c'est un faux problème, non, c'est un vrai problème, mais on ne l'aborde pas forcément de la bonne manière, à mon sens, puisqu'encore une fois, quand on dit 15 milliards, ça fait peur. Mais il est certain que les personnes vont continuer à vieillir, vont continuer à être malades. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des dépenses qui vont augmenter sur la branche sécurité sociale, parce que les gens vont aller à l'hôpital. Si on n'organise pas les choses, ils n'auront que ça, que cela. Donc, c'est la partie CPAM, la sécurité sociale, qui va augmenter. On va avoir des dépenses en augmentation qu'on n'aura pas prévues. Et comme on n'aura pas organisé le parcours, on n'aura pas non plus la qualité. Donc, si on ne fait pas une loi grand âge, à mon avis, sur les questions de financement, on se trompe complètement parce qu'on aura de toute façon la dépense non organisée, non prévue, et on n'aura pas la qualité de prise en charge. Donc, il faut vraiment avoir ce texte pour organiser les choses. Merci beaucoup Annie, c'était vraiment passionnant. Ça peut tomber en plus au bon moment parce que tu nous as permis d'être vraiment au cœur de l'actualité parlementaire. Je salue pendant que tu es là des organisations qui n'ont pas forcément pris la parole mais qui ont leur rôle à jouer et je suis content qu'elle soit là ce matin. C'est Élodie Emery qui est directrice de l'autonomie à la FEAP qui a rejoint la FEAP depuis peu de temps et dont je suis content qu'elle assiste à nos travaux. Je voulais parler aussi de Célia Flavini parce qu'elle fait aussi son arrivée dans ce conseil et elle représente Nexem, qui est aussi dans notre écosystème une organisation importante. J'ai vu aussi passer Pierre Sucmélin, qui est le directeur de l'autonomie du département de Haute-Garonne, mais qui représente les cadres de l'ANDAS, notamment avec Stéphane Corbin. Et j'ai vu tout à l'heure aussi passer Eliane Lauré, qui est la vice-présidente de Métropole Méditerranée, Montpellier, la métropole de Montpellier. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, et tu le sais bien, on en a parlé récemment aussi avec Édouard Philippe, mais aussi avec Catherine Vautrin, c'est-à-dire que ce qu'il y avait de positif dans les groupes de travail qu'avait commencé à lancer Aurore Berger, rappelez-vous, hein, il devait y avoir une première séance de concertation le 22 janvier. Bon, par définition, cette séance a été annulée et ça va recommencer, mais que les élus locaux soient pleinement partie prenante de ce débat, c'est une innovation qu'avait mis en place Aurore Berger. Il faut absolument maintenir ça. Rappelez-vous, elle voulait un groupe des professionnels, le groupe des parlementaires, le groupe des élus locaux.
Isabelle Madrid pour l'UNCAS vient de s'exprimer. Elle est par ailleurs, je crois, maire adjointe de Talence, enfin, oui, en Gironde. Et il y a pas mal d'élus locaux qui sont ici, de départements ou de métropoles. C'est le seul moyen d'évoquer les sujets que les parlementaires n'abordent pas suffisamment. Je le dis, Annie, mais ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de la nature même de la législation. C'est les problèmes d'adaptation des logements, d'adaptation des villes, d'adaptation des territoires. Ça reste encore un peu trop, comment dire, en dehors du prisme médico-social qui intéresse les parlementaires. C'est plus facile parfois comment dire, pour la loi, hein, de modifier le code de l'action sociale que d'innover sur les questions de territoire. Et donc, voilà, et c'est aussi dans la concertation, ce que j'ai insisté auprès de Catherine Vautrin, il faut absolument que les élus locaux, qu'ils soient évidemment départementaux, ça va de soi, mais aussi et surtout municipaux, métropolitains, venant des différentes EPCI qui existent, c'était essentiel maintenant à nos politiques territoriales. C'est pas Pierre-Olivier Lefebvre que j'ai vu passer là aussi pour Ville des aînés qui me démentira. Merci beaucoup, Annie. Bon travail pour la suite. Bonne CMP, puisque j'imagine que tu feras partie de la CMP. On aura d'ailleurs deux ou Oui, trois, on a vu avec Mathieu quand tu parlais, deux ou trois éléments à te passer rapidement par SMS d'accord. pour caler deux ou trois petites choses supplémentaires. Voilà, merci beaucoup et je laisse la main Merci, à... merci de votre Merci écoute et Annie. bon conseil. Merci Annie. Je laisse la parole à Mathieu qui va nous présenter une actrice alors un peu différente, hein, Agnès de Lear Snyder. Mais moi, je suis très très content de sa présence. On ne se connaît pas, hein, donc c'est Mathieu qui a regardé ça, mais elle dirige une structure qui s'appelle Future for Care et qui est l'alliance d'entreprises qui ont aussi pleinement leur place hein, dans notre conseil. Orange, qui a été un partenaire historique de la filière, même si on les voit moins en ce moment, mais qui a été presque à la création de la filière Silver Economy il y a 10 ans. Sanofi, je me rappelle que, pour la petite anecdote, le jour où je suis élu président, ça se passait au siège de Sanofi. Donc à l'époque, Sanofi était très, moins maintenant, mais très à l'époque, partie prenante de la filière Silver Economy. Generali, on parlait tout à l'heure des financements un peu alternatifs au-delà des financements publics. Bon, bah, il faut aussi que les mutuelles, comment dire, que les organismes d'assurance participent à nos réflexions. Et puis Capgemini. Donc on a la quatre géants qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans notre cénacle, et ils sont tous représentés dans Future for Care. Et donc je laisse Mathieu peut-être introduire cette séquence, mais merci beaucoup Agnès d'être parmi nous et on a hâte de vous entendre. Mathieu. Merci Luc. Alors ma transition sera très très courte parce qu'on est un petit peu en retard et je crois qu'Agnès a un impératif horaire par la suite. Donc effectivement l'objectif c'était de traiter ce sujet notamment dans un contexte de travaux du contrat de filière avec un GT numéro 1 qui est dédié à l'innovation. Donc il était compliqué dans ce contexte-là de faire l'impasse sur ce sujet de l'intelligence artificielle qui est un enjeu donc d'innovation, de souveraineté. Le politique s'en empare parce qu'il y a eu un IA Act qui est en train d'être voté, qui a été voté à Bruxelles sur une première étape de son parcours législatif, avec tous les enjeux de données, de secret des affaires, d'entraînement de ces modèles d'IA avec les données. Donc il y a vraiment un sujet actuel. Euh, on parle beaucoup d'IA et de transition énergétique, on parle beaucoup d'IA et de santé. Aujourd'hui, la santé entre de manière assez rapide dans les enjeux de la filière Silver Economy, avec notamment la mission Vieillir en santé co-portée par Olivier Guérin. Donc on se dit que là, il fallait vraiment aborder ce sujet et faire la passerelle entre l'intelligence artificielle, les progrès de cette technologie, les progrès liés notamment dans le domaine de la santé et de la Silver Economy. Donc, moi également, je remercie très rapidement Agnès de sa participation ce matin. Je lui laisse la parole. Agnès, tu peux partager le document et si tu as besoin, je peux le faire de mon côté. Mais voilà, Ah, je crois fais que ton je n'ai support, je te pas laisse. les droits. Ah, si, Alors si. maintenant, c'est bon, Alors, normalement. alors, Et merci encore voilà, pour ta participation. Et puis voilà, je pense que intervention, ensuite quelques questions si tu as le temps. Et puis ensuite, on passera au suivant. Mais en tout cas, voilà, on t'écoute pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Luc pour votre présentation. Merci, merci Mathieu. Merci à tous d'avance pour votre écoute. Est-ce que vous voyez bien une slide avec un titre? Bien ça, tout est bon. Nous voyons une Eh ben, slide et nous t'entendons. Très bien. alors merci pour compléter effectivement les propos de Luc. Le Future for Care est donc effectivement une coalition d'acteurs qui sont partis d'un constat qui est que
la santé numérique, enfin le numérique peut apporter au secteur de la santé de formidables opportunités et que malheureusement ce marché est encore très très petit, ultra fragmenté et qu'on voit, à notre sens en tout cas, trop peu d'initiatives qui vraiment passent à l'échelle. Donc voilà, d'où cette initiative Future for Care qui aujourd'hui a été rejointe au-delà des 4 fondateurs que mentionnait Luc, par 6 autres industriels et par la FEAP, que je sais ici aujourd'hui, donc que je salue, et également par 50 startups. Donc voilà, on a un collectif, si vous voulez, d'entreprises qui essayons de porter le meilleur du numérique, et c'est aussi ce que je veux discuter avec vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle le meilleur du numérique, au service de la santé, de la prévention et donc, bien sûr, du grand âge et de la silver economy. Alors, il y a quelques... D'ailleurs, quand on a monté Future for Care, on parlait de e-santé, de santé digitale. Aujourd'hui, on parle presque plus que d'intelligence artificielle en santé. Et finalement, ces deux termes se confondent complètement parce que, en fait, derrière tous les objets numériques, vous avez des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce que et moi, je fais partie des gens qui sont absolument convaincus que ces technologies, si elles sont bien utilisées et bien encadrées, on verra ça à la fin, elles sont un champ formidable d'opportunités pour nos services de soins. Et pourquoi l'IA, en fait, alors je ne vais pas ici passer du temps à rentrer dans des détails techniques de ce qu'est un algorithme, de toutes les différentes formes d'IA. Vous savez que ce qui est incroyable en ce moment, c'est la vitesse de progression de ces IA. Donc on parle aujourd'hui de l'IA générative dont on parle beaucoup, mais vous verrez que demain, ça sera une autre forme d'IA. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail technique-là. Je pense qu'il y a juste une chose qu'il faut avoir en tête quand on parle d'IA, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est que les IA, elles fonctionnent avec des réseaux de neurones à partir de grandes masses de données et de manière statistique et probabilistique. Or, en fait, dans le champ de la santé, d'abord, il y a énormément de données, et deux, finalement, c'est le quotidien des soignants, des aidants, de justement observer, comprendre, récolter ces données pour en faire un diagnostic ou une prise de décision sur un acte médical, un acte de soin, un acte de prévention, un acte de suivi. Et donc, finalement, une fois qu'on a dit ça, on intuite, je pense, assez facilement pourquoi est-ce que si toute cette gestion de données est faite avec un champ calculatoire beaucoup plus important que le champ d'un seul homme, l'IA et la machine peut être un excellent assistant aux professionnels de santé. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les IA ne vont pas remplacer les professionnels de santé. Je pense que c'est le but de personne, mais plutôt les aider et les accompagner. Et l'exemple le plus facile, c'est celui des maladies rares. Par construction, un médecin, la maladie étant rare, le jour où il va croiser un patient avec cette maladie rare, ça sera la première et peut-être même la seule fois de toute sa carrière de médecin qu'il verra ces patients. Or, s'il est assisté d'une base de données qui, elle, accumule les données de millions de personnes, peut-être même de pays différents, alors vous voyez qu'en mettant plusieurs symptômes, que lui, avec sa pratique, n'a pas déjà rencontré comme combinaison de symptômes, mais que la machine, elle, qui a traité des millions d'informations, a dans sa besace, la machine peut vous guider vers une assistance au diagnostic qu'un médecin pourrait manquer. Donc voilà, ça c'est l'exemple, mais il y en a mille autres. Et ce que je vous propose là, dans les petites demi-heures qu'on a, c'est d'essayer de justement vous raconter un peu des cas d'usage de ce qu'on voit dans l'IA en santé. Nous, on voit beaucoup de choses qui se développent par nos startups, par nos grands groupes. Donc, si ça vous va, je vais prendre des grandes thématiques, mais essayer un peu de vous les illustrer. Alors, ce que je vous ai mis sur cette première diapositive, c'est la classification qu'a fait l'INSERM des grands champs d'application de l'IA en médecine. Vous avez tout ce qui... Alors, on retrouve, vous savez, ces 5 P de la médecine de demain. Donc, l'IA est vraiment au cœur de la médecine de demain, avec une médecine plus prédictive, avec une médecine de précision, avec tout ce qui est aide à la décision. Donc là, on vient par exemple avec les maladies rares
de l'évoquer, avec tout ce qui est aussi de l'ordre de robots ou de dispositifs permettant d'accompagner les personnes âgées ou les personnes fragiles. Je peux vous donner par exemple un exemple. On a une start-up qu'on accompagne qui s'appelle Caspar, qui a mis un détecteur de chute. Alors ça c'est connu et c'est classique, vous en avez tous, je pense, entendu parler. Et qui développe derrière, alors sa particularité, c'est qu'il a développé avec l'IA un algorithme qui fait qu'il arrive à limiter de 50% les chutes dans des établissements type EHPAD. Comment? En disant, il y a une loi statistique qui fait que quand dans la nuit, une personne âgée est debout plus de, alors là, il faut que ça doit être réglé avec le personnel soignant. Est-ce que c'est 20 minutes? Est-ce que c'est 25 minutes? Cette personne a un énorme risque de chute parce qu'elle va être dans une forme d'errance. Et donc, à ce moment-là, au bout de, si c'est réglé sur 25 minutes, selon la pathologie qu'il a, selon son âge, selon le comportement qui a été observé, à ce moment-là, on règle l'alarme sur 20 minutes. Et si cette personne est debout dans sa chambre entre telle heure et telle heure, par exemple minuit et 3 heures du matin, et qu'on en est à 23 minutes et qu'elle n'est pas retournée dans son lit, ce que voient les capteurs, si vous voulez, alors un personnel soignant arrive. Et ils arrivent comme ça à réduire de moitié la détection des chutes. Donc ça, c'est des algorithmes derrière d'IA qui permettent tout ça. Donc mon point, c'est que derrière des solutions qui sont parfois matérialisées d'ailleurs avec des choses très physiques ou des plateformes, voilà, vous avez souvent aussi de l'IA derrière qui accompagne le service. Un autre exemple là, on parle aussi de chirurgie assistée par ordinateur. L'exemple que j'aime bien citer, c'est le professeur Bartholomei qui a créé un jumeau numérique du cerveau, les spécialistes de l'épilepsie. Et il a créé un jumeau numérique du cerveau pour essayer de simuler avant les opérations du cerveau de patients épileptiques la possible réaction de son intervention voilà, dans un environnement numérique. Alors, c'est pas 100% parfait, mais ça l'aide. Et si c'est voué à l'échec, il va peut-être décider de choisir d'autres voies thérapeutiques. Donc tout ça, c'est bien pour assister, mais on en est aujourd'hui à faire des jumeaux numériques de cerveau et de réaction sur des opérations d'épileptique. Et puis, tout ce qui est prévention de population générale, donc ça, je pense que c'est très simple à intuiter. C'est tout ce qui est prévention des épidémies. Donc et ça, avec le Covid, ça a été évidemment mis au grand jour, mais plus on a de données et plus on a derrière des algorithmes et de la puissance de calcul pour savoir les analyser en temps réel, plus on peut prévenir, plus on peut avoir des actes de prévention sur des épidémies. N'hésitez pas à m'interrompre, mais sinon, je laisserai la place à des questions à la fin. Alors, une fois qu'on a dressé ce grand panorama, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'il y a deux gros champs d'action sur l'IA. C'est l'IA pour faire gagner des chances aux patients et l'IA pour faire gagner du temps aux soignants. Voilà, c'est nous la façon dont on classifie les opportunités en termes d'IA. Faire gagner des chances aux patients. Alors, on l'a touché tout à l'heure du doigt, il y a tout ce qui est aide au diagnostic. Donc, évidemment, plus on peut anticiper un diagnostic, et vous savez, sur les maladies rares comme l'errance thérapeutique, et le problème est un des gros problèmes, évidemment, sur ces maladies. L'imagerie, c'est le sujet classique, enfin, ou plutôt que c'est l'exemple qui est toujours un peu donné sur l'IA en santé, puisque quand on entraîne des algorithmes à lire des images, on peut avoir très facilement des assistants qui permettent une lecture de tout ce qui est radio, ECG, EEG bien sûr, et qui peuvent aider et ou détecter parfois des choses que les médecins ne vont pas voir à l'œil nu. Il y a ensuite toute une catégorie qui relève de ce qui est de la personnalisation des traitements. Aujourd'hui, je vais vous citer un exemple. Par exemple, dans le diabète, on travaille avec une start-up qui va prendre les habitudes alimentaires du patient diabétique, qui va avoir ses pics d'insuline et qui, au bout d'un certain temps, puisqu'il aura été entraîné, va pouvoir prévenir et il va savoir que, vu ce qu'il a
déjà mangé dans la journée, il risque d'avoir un pic et prévenir à ce moment-là d'une crise. Et puis, le troisième énorme champ sur l'IA qui permet de faire gagner des chances aux patients, c'est tout ce qui est sur la recherche et le développement de médicaments. Vous savez probablement que ce sont des process qui sont incroyablement longs, incroyablement coûteux et sur lesquels, entre le moment où on teste une molécule et le médicament in final, il y a une chance de succès qui est très, très, très faible. On parle d'une probabilité qu'un candidat à un médicament réussisse tous les tests qui est inférieure à 10%. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'accélérer ces phases un peu à tous les niveaux. La première est en simulant, si vous voulez, des molécules pour essayer de réduire, enfin, de trouver un réservoir de molécules candidates aux essais en numérique. Et après, on fait les essais. Le deuxième, c'est dans tout ce qui est partie justement des essais, où l'avenir, c'est des réels jumeaux numériques. Et aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est de tester de moins en moins in vivo, mais plutôt ce qu'on appelle par opposition in silico, et donc d'essayer de simuler sur les jumeaux numériques et non sur des patients sains la réaction des médicaments. Et le troisième champ d'application, c'est tout ce qui est interaction médicamenteuse, où là aussi, aujourd'hui, les jumeaux numériques, qui sont des techniques qui sont basées sur l'intelligence artificielle, permettent de simuler des interactions médicamenteuses et donc voilà, d'éviter toute autre sorte de tests ou de manipulation. Alors, et avant que je prenne peut-être la question pour un échange plus interactif, tout ça nous conduit vraiment à penser qu'il faut accélérer tout ce qui est IA en santé. Il faut que la France et l'Europe trouvent leur place. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on a de très grande force mathématique, vous savez, en France. Donc, il faut que notre pays et notre continent se basent là-dessus pour développer au mieux ses propres algorithmes et son indépendance et sa souveraineté en termes d'IA en santé. Mais tout ça ne pourra aller à l'échelle et ne pourra avoir vraiment réalisé ses promesses que si on arrive à maîtriser un certain nombre de risques qui sont liés à l'IA, qui sont connus de tous, mais que je rappelle. Le premier, c'est que, c'est pas écrit sur cette diapositive, mais la première chose, c'est que tout dépend de la qualité des données. Donc, si vous avez de mauvaises données en entrée d'un modèle, vous aurez un mauvais résultat. Voilà. La deuxième chose, c'est que même si vos données sont... Donc, il y a un vrai sujet sur les données de santé, sur comment on les récolte, comment on les collecte, comment on les trie, comment on les stocke, voilà, et comment... voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut limiter les biais. Je pense que vous avez tous entendu parler de ces sujets de biais de l'IA. Selon l'échantillon sur lequel sont entraînés les modèles, ça peut créer certains biais. Donc, il faut vraiment être très vigilant à ça. Et à la deuxième chose, qui est ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire que la machine, elle vous donne toujours une réponse. Et donc, quand elle ne sait pas, elle peut vous donner une réponse qui est effectivement hallucinante. Alors, on appelle ça vraiment des hallucinations. Voilà, donc qui va être complètement dingue. C'est là où, de toute façon, l'IA doit vraiment toujours être prise comme un compagnon, un assistant, et pas nécessairement une finalité. Et puis, bien sûr, tout ce qui va avec ces biais va avec une démarche éthique, c'est-à-dire jusqu'où on va. Jusqu'où on va pour la collecte des données, pour leur analyse, jusqu'où on va justement en remplacement et dans cet équilibre remplacé assisté. Enfin, vous avez tous les risques de cybersécurité. Malheureusement, il y a quelques jours, une attaque d'Almeris qui a toutes les données du tiers payant qui a fait beaucoup de bruit. Donc ça, ce sont des risques qui sont les mêmes sur toutes les industries. Mais là, on parle des données de santé. C'est aussi grave. Et puis enfin, tous ces algorithmes sont très, très consommateurs d'énergie, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour faire tourner les modèles et stocker les datas.
Néanmoins, alors on finit toujours sur les risques parce que c'est l'ordre, on ne peut pas commencer par là, mais voilà, mais je ne sais pas pour rester sur une note négative, je suis réellement convaincue que l'IA offre un champ des possibles incroyable et qu'il ne faut pas s'arrêter à ces risques, euh, aussi un peu parce que des risques, il y en a partout, et que si on le balance avec les opportunités, il n'y a aucune raison de freiner l'IA. Voilà. Euh, voilà. J'espère avoir fait un bon panorama qui peut en tout cas ouvrir à des questions et je suis à votre écoute. Merci Merci, beaucoup, merci Agnès. Pardon. merci Annie. Peut-être qu'on peut enlever l'écran du coup pour se Oui, retrouver bien sûr. Hop, tous voilà. ensemble. Voilà. Bon, écoutez, on va écouter ceux qui veulent vous interroger. Moi, en guise d'introduction à ce débat, on a deux vrais sujets, enfin, on en a plein, mais j'en cite deux là, qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que vous venez ici dans une filière qui a, et c'est une des données du problème pour nous, hein, du mal à faire émerger des entreprises, des startups qui deviennent des licornes. Je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Et on a toujours regardé avec un peu d'envie de l'autre côté de la barrière, dans le monde de la e-santé, où on a l'impression quand même que les investissements, que les grandes entreprises sont plus aptes à s'intéresser, ou même que parfois quand il y a des fonds d'investissement qui se créent dans notre secteur, c'est plutôt pour aller vers la e-santé que vers la silver economy. Donc je ne sais pas si vous, de là où vous êtes, vous avez une image où ces deux secteurs sont quand même encore un peu séparés. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est la même chose? Voilà, mais on a toujours regardé avec, c'est normal d'ailleurs, la e-santé s'est développée dans le secteur sanitaire, notamment hospitalier, bien avant qu'émerge la Silver Eco. Mais du coup, on a de temps en temps cette impression qu'il y a deux mondes un tout petit peu différents, avec des acteurs qui ne se parlent pas beaucoup, mais avec aussi des modèles économiques qui sont assez radicalement différents. Et quelqu'un comme vous qui êtes sur ce champ-là de manière très transverse, c'est intéressant évidemment que vous alimentiez nos travaux. Et puis il y a un deuxième sujet dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'adaptation des logements. On ne peut plus aujourd'hui résumer l'adaptation des logements à la barre d'appui et la baignoire changée en douche, même si ça peut paraître parfois essentiel. Il faut qu'on fasse comprendre à l'ensemble de nos financeurs, notamment dans le cadre de la prime Adapt, que toute une série d'innovations numériques, technologiques, vont participer dans les prochaines années à l'adaptation des logements. Vous avez tout à l'heure évoqué le capteur de chute, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Et moi, je crois évidemment beaucoup à tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle dans la sécurisation de la vie au domicile des personnes âgées fragiles. Je crois qu'on aurait vraiment intérêt à travailler là-dessus. Voilà, c'est deux points que je voulais évoquer, la porosité avec la e-santé et le monde peut-être plus dynamique, plus innovant aujourd'hui du monde de la santé par rapport au nôtre. Et puis deuxièmement, le rôle de l'IA dans, comment dire, la refonte un peu de la vision qu'on a sur ce sujet de l'adaptation des logements. Mais gardez ça de Merci. côté, Ah, non, ou mais allez-y sinon, tout de suite, et ouais, puis les mains se lèvent alors pour continuer peut-être, non, le mais débat. pour répondre, parce que c'est quand même important. Donc, moi, je pense hein, que pour répondre à votre première question, ce qui va réconcilier les deux, c'est le sujet de la prévention. Aujourd'hui, nos systèmes le Covid a un peu montré la fragilité de nos systèmes de soins. On est devant une équation que vous savez intenable, c'est-à-dire une baisse, enfin un manque de ressources de personnel soignant colossal. L'OMS dit il manque 10 000, il manquera dans le monde, c'est pas que français, hein, 10 millions de soignants à l'horizon enfin, d'ici 10 ans, avec de l'autre côté un vieillissement des populations et une montée des maladies chroniques. Et donc, aujourd'hui, on peut effectivement faire gagner du temps aux soignants et tous ces outils sont là pour ça, avec beaucoup moins de charges administratives qui redonnent du temps aux soignants, avec une gestion des flux à l'hôpital, des flux ville-hôpital qui est optimisée.
Mais derrière, rien ne sera aussi efficace que la prévention. Et c'est là, je pense, que arrivera justement une réconciliation entre tout ce qui est fait sur santé, mais tout ce qui est fait aussi sur le bien vieillir. Et vieillir en bonne santé aussi, ce qui est un des sujets, je pense. Donc, je pense que prévention et soins vont devenir enfin, prévention et grand âge vont devenir inéluctablement des sujets qui montent et réconciliés avec la santé numérique. Et ensuite, absolument, alors l'adaptation des logements, je suis complètement d'accord. La grande chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, dans un pays en tout cas comme la France, l'équipement du numérique est très très fort. Et entre nous, il est d'ailleurs probablement plus fort chez les particuliers qu'il ne l'est dans les établissements, hein, puisque vous savez que les hôpitaux et beaucoup d'établissements ont des sujets de connectivité assez importants. Et que, je pense que vous le savez, ça, mais il y a une idée reçue qui est de dire que les personnes âgées ne sont pas confortables avec le numérique. Et alors moi qui ai travaillé avant chez Orange pendant 10 ans, l'illettrisme numérique, ce qu'on appelle l'illettrisme numérique, n'a aucune corrélation avec l'âge. Ce n'est pas les personnes âgées qui sont illettrées numériquement. Ce sont malheureusement des personnes souvent très jeunes, très défavorisées socialement, et qui effectivement savent se servir de WhatsApp et d'un SMS, mais qui ne savent pas faire un document Word et envoyer un CV, enfin des choses qui pour nous paraissent juste vraiment le b.a.-ba, et ou prendre un billet de train. Et où beaucoup de personnes, même très âgées, sont agiles avec ça. Donc, effectivement, je pense que l'adaptation des logements et l'entrée de ces solutions numériques chez les personnes fragiles, et aussi de l'autre côté chez des aidants, va se développer dans les prochaines années. Moi, j'ai assez peu de doutes de ça. Mais à condition qu'elle trouve l'échelle, et c'est pour ça qu'il faut un appui des industriels pour en pousser quelques-unes et que ça devienne des grosses solutions. Parce que là, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un espèce de fourmillement du marché où voilà, vous ne savez même pas quelle solution attraper, quoi. Merci beaucoup. Merci Agnès. Alors, on a quelques questions. Alors, toi, tu as un impératif à 11h30, hein, c'est ça? C'est bien Oui. ça? Voilà. Et Donc, la je propose c'est bon. Ouais. de prendre quelques questions assez rapides si possible. Donc, il y a Romain dans un premier temps et Anne-Sophie juste après. Donc, Romain, on t'écoute. Merci, bonjour à tous. Romain Gano, je suis le nouveau directeur général de Silver Valley après quelques années dans la protection sociale sur l'innovation au service du bien-vivre. Alors, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Merci pour votre intervention qui a fait bien le tour entre l'IA et la santé sur le bien-vivre. Je voulais juste faire remarquer que sur les cas d'usage en Silver Economy de l'IA, il y a bien d'autres choses que sur la santé. Aujourd'hui, on voit des boîtes qui se développent très bien, et je parle de chiffre d'affaires en millions d'euros et en levée en millions d'euros aussi, sur d'autres cas d'usage. Donc, ne résumons pas, ça c'est pour l'ensemble de l'Assemblée, l'IA et la Silver Economy au sujet de la santé. Il y a plein d'autres cas d'usage de l'IA qui aujourd'hui marchent bien. Je vous rejoins sur le fait que la santé et le bien vieillir se rejoindront mais sur les questions de prévention aujourd'hui. Et sur les investissements, ça se rejoint aussi sur la question des investissements. On a lancé il y a un an un club d'investisseurs avec Silver Alliance qu'on a officialisé il y a quelques jours, sur lequel les fonds de dotation, une vingtaine de fonds qui sont avec nous d'investissement, on voit qu'on a deux thématiques de verticales, on a souvent une thématique santé ou une thématique bien vieillir, ou sinon c'est une thématique ESS et une thématique bien vieillir. On voit que c'est en train de se rejoindre. Et autre sujet, avant de laisser la parole à d'autres, sur le sujet IA bien vieillir, on recherche beaucoup à avoir une start-up française, mais on voit là aujourd'hui, ça sort pas encore tout le monde ne sort pas encore du bois aujourd'hui, des offres, des build-up, des grands comptes de la tech, des très grands comptes mondiaux de la tech et des petites startups. Alors, il y a des choses aujourd'hui qui sont sous compliance, qui sont sous NDA. J'ai vu que le Gérontoba, le Pays de Loire, hier a communiqué sur quelque chose avec Apple qui était relativement intéressant. Nous, on a d'autres sujets aujourd'hui chez Silver Valley. Donc voilà, ne regardons pas que le champion de la tech qui serait 100% IA française. Il y a des build-up aujourd'hui qui sont en train d'être travaillés entre des champions français et intégrés dans des champions internationaux de la tech. Et voilà, le secteur bouge assez rapidement. En tout cas, merci pour votre intervention. Sachant, je pense que les cas d'usage en Silver Economy, on n'est qu'au début. Et on a vu sur les 2 dernières années des nouvelles offres sortir du bois et des offres accélérées très, très largement en établissement et à domicile. Merci. Agnès, tu voulais rebondir, réagir rapidement ou... Non, Ah, juste, c'est la deuxième c'est question. juste un exemple, une startup qui s'appelle Tilac, où je dis que la prévention se rejoint, où ils ont un jeu
qui permet de suivre la vision, la dégradation de la vision des personnes, et notamment des personnes âgées. Ça, c'est un champ de prévention absolument extraordinaire. Donc, et sur certaines personnes qui ont à suivre des traitements, ça permet de les prendre au bon moment. Voilà, donc ça empêche même certaines personnes de devenir aveugles. Et là, effectivement, là, ce mélange aussi avec la prévention, c'est des choses qui sont à distance. Et les personnes âgées, honnêtement, chez TILAC, sont celles qui utilisent le plus le produit. Donc, effectivement, il y a beaucoup de sujets. Merci. Anne-Sophie. Oui, bonjour, Anne-Sophie Pelletin-Faber, déléguée générale d'Ignes. Moi, je ne peux que enfoncer la porte de ce qui vient d'être dit et souscrire effectivement à ce qui est très dit. Nous, on porte aussi beaucoup de solutions qui sont connectées à l'intérieur des logements, de son chauffage à sa lumière, à ses volets roulants, à pas mal de choses. Et donc, je pense qu'il y a aussi tout un tas de données aujourd'hui qu'on peut avoir par le bâtiment qui peuvent venir nourrir en fait tous les outils demain de prévention. Savoir que la personne n'est pas sortie de chez elle aujourd'hui, ou au contraire, elle est sortie 5 fois, qu'elle n'a pas ouvert ses volets ou qu'elle les ouvre de plus en plus tard. Voilà, il y a tout un tas d'informations qu'on va pouvoir remonter. Et on a besoin de créer ces liens, je pense, effectivement, entre les données aussi techniques du bâtiment et les données qui peuvent être utiles dans les outils de prévention. Alors, vous me faites penser, il y a ça, et il faut qu'on fasse sauter certains blocages, notamment psychologiques. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais chez Orange, et du coup, quand on réfléchissait au tout début de Future for Care, je me suis dit, mais on a généralisé justement, voilà, et je me suis dit, mais il y a un service qu'il faut faire. Vous parliez des volets roulants, c'est la télécommande de la télé. Parce que Orange, aujourd'hui, elle sait combien de fois vous appuyez sur la télécommande. Donc, si vous avez une moyenne de X et que vous êtes tombé à 3 fois, à 0, évidemment, mais même à 158 fois, ça veut dire énormément de choses. Et donc, j'étais allée voir tous mes collègues chez Orange en disant, voilà, je sais techniquement que le signal, il y a un batch qui te dit, voilà, telle personne, elle a appuyé par rapport à une moyenne, c'est très simple. Et là, ça a été, je ne savais pas la levée de bouclier que j'ai eue, mais tu ne peux pas imaginer, mais Agnès, mais enfin, c'est la télé, alors du coup, on saura ce qu'ils regardent. Je m'en fiche de ce qu'ils regardent, je ne me demande pas s'ils regardent TF1 ou autre chose. La liberté personnelle, individuelle. Et donc, voilà, je pense que en effet, ce n'est pas que de la santé, voilà, mais le champ des possibles est vaste, et il faut derrière que... Parce que derrière, de toute façon, et vous le disiez tout à l'heure, Google, il ne se prive pas, de toute façon, de regarder tout ce qu'on fait, de savoir tout ce qu'on fait. Donc, nous, voilà, donc il faut qu'on arrive à rester dans notre cadre éthique, dans notre démocratie sanitaire. Mais en effet, je peux aller que dans votre sens. Moi, je voulais juste rajouter, dans ces questions de barrières, en tout cas, il faudra qu'on ait une vigilance, je pense, accrue, puisque MaPrimeAdapt, c'est une aide à la pierre. Donc, par essence, les services ne sont pas éligibles à MaPrimeAdapt. Or, il va quand même falloir qu'on mette des objets qui, si possible, demain, puissent être utilisables dans le service, me semble-t-il. Donc, on a cette question voilà, qui va être sur la table. Ce serait dommage d'équiper de gens de solutions qui, demain, ne permettront pas de faire ce dont on va avoir besoin très prochainement. C'est cette idée chère à la filière d'EHPAD un peu hors les murs. Voilà. Et donc, cette création, comment on crée les frontières, en tout cas, on fait des passerelles entre les mondes, je pense, va être un sujet majeur pour nous au sein de la filière. Merci, et merci Anne-Sophie. Mohamed Malki avait une question également. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre intervention. Je fais un constat, c'est que les personnes âgées, bien évidemment, sont très majoritairement, en tout cas, elles ont fait un choix principal de rester à domicile. À ce jour-là, en France, en tout cas, on ne manque pas de services, il y a une diversité d'offres de services, mais le petit problème, enfin, le grand problème, c'est que tous ces services-là, ils interviennent au domicile d'un usager en situation de fragilité, mais d'une manière complètement éclatée. Vous avez le kiné, vous avez l'infirmière, la soignante, l'auxiliaire de vie, l'entreprise qui fait le portage de repas, le téléassisteur, l'ergothérapeute qui va faire un diagnostic, l'artisan, l'entreprise, etc. Donc, le domicile, au lieu d'être le lieu d'intégration de tous ces services-là, il est totalement éclaté. Et je pense que l'intérêt de l'IA, c'est de concevoir le domicile comme justement un lieu d'intégration de tous
services, de tous ces opérateurs, les flux d'informations. C'est un peu ce qu'on est en train de faire au sein de l'agence autonomie aujourd'hui, au travers mon espace autonomie, qui permet d'organiser autour de l'usager sa communauté de soins. Tous les gens qui interviennent au domicile vont partager un même espace, dossier usager informatisé, avec un cahier de liaison numérique, avec une grille Vigie qui permet de détecter des signaux faibles, des situations de risque. Et je pense que c'est dans cette perspective-là, c'est-à-dire proposer un bouquet de services, organiser les opérateurs qui interviennent au domicile, les financeurs, les prescripteurs autour de cet espace-là, qui rendra très très utile l'investissement de l'IA et qui permettra effectivement de faire à la fois la prévention, mais en même temps de donner des idées très précises sur l'impact de ce que nous sommes en train de faire sur la chance de vie des gens, mais aussi le temps. Vous avez parlé du temps médical, madame, mais il y a aussi du temps des travailleurs sociaux, du temps du travail médico-social qui devient de plus en plus rare, de plus en plus contraignant. Je suis bien d'accord. Il y a beaucoup de startups qui essayent de trouver une solution à ce sujet. Mais en effet, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions avant que l'on libère Agnès? Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Merci Agnès. Est-ce que l'on Merci à peut, tous. dans le cadre du compte-rendu que l'on va envoyer, est-ce qu'on peut partager ton support? Bien sûr, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Parfait. On le mettra en ligne et puis on le partagera, on l'intégrera au compte-rendu. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci d'avance parce que j'en dirai un mot juste après, mais tu as accepté de t'impliquer aussi dans les travaux du contrat de filière. Donc, j'en parlerai un peu sur le dernier point à l'ordre du jour, mais on aura donc l'occasion de travailler ensemble dans les mois qui viennent. Et donc, les acteurs présents ce matin et au-delà de la filière auront l'occasion de te revoir rapidement. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis à Merci, très très, belle très journée à bientôt. tous. Merci. Merci, à bientôt. Alors, passons au point suivant. Est-ce que Alexandre Faure est connecté? Oui, je l'ai vu connecté. Est-ce qu'il est... Ouais, je suis là. Bon. Bonjour Alexandre. Bon, l'objectif du point suivant était de vous présenter le fameux livre blanc de la Silver Economy, avec un tout petit peu de retard parce qu'il s'appelle 2023, mais on le présente tout début 2024. L'objectif, c'est de vous le présenter, de vous présenter les grands enseignements et les conclusions un petit peu de ce document qui sera mis en ligne et diffusé cet après-midi. Donc, je le rappelle, qui a été réalisé avec le soutien de l'assurance retraite, de la CNAV, des équipes de Frédéric Garlot. Donc, l'objectif, je vais faire un petit mot d'introduction et puis ensuite, Alexandre, je te laisserai la parole. Pour rappel, hein, c'est donc la deuxième édition de ce livre blanc. Livre blanc qui est accompagné d'une cartographie de l'innovation, une cartographie thématique de l'innovation. Près de 300 acteurs, je crois, réunis dans la cartographie. Donc, c'est la deuxième édition. Tout ça est parti un peu d'un projet de cartographie d'Alexandre qu'on a un petit peu fait évoluer pour répondre aux enjeux, aux besoins de la filière de décrypter, de mieux comprendre comment se comporte l'innovation. Donc, une analyse plutôt orientée autour de l'économie et de l'innovation pour tenter de comprendre, d'analyser l'adéquation entre l'offre et la demande, comprendre un peu mieux la répartition thématique. Et c'est vraiment imagé avec la cartographie, c'est la répartition thématique de l'innovation suivant des piliers thématiques que sont ceux de la filière, hein, le parcours résidentiel, mobilité, aménagement du territoire, l'inclusion sociale, santé, prévention et puis aidant, et cinq piliers de travail. Donc finalement, comment se répartit l'innovation? Comment se répartit l'innovation en termes de thématiques, mais également en termes d'âge, on va dire, du public cible? Est-ce qu'on s'adresse plutôt dans une logique préventive aux seniors, à des seniors plutôt jeunes, ou est-ce qu'on s'adresse de manière curative à des seniors plus âgés? Est-ce que finalement, l'idée globale, hein, est-ce que finalement l'innovation est au rendez-vous de ce tournant porté par la filière, d'un tournant, d'une approche préventive et holistique de l'adaptation de la société au vieillissement? On parle modèle économique, on parle également modèle marketing, voilà, B2C, B2B2C, B2B également. Enfin voilà, on regarde un petit peu tout ça et on regarde les modèles qui fonctionnent. Donc j'ai dit une deuxième édition. Ça veut dire un peu par extension que c'est un format de travail qui a vocation à devenir pérenne. C'est-à-dire que tous les ans, notre objectif, c'est maintenant
de sortir un livre blanc et une cartographie en partenariat avec Alexandre et avec l'agence Sweet Home. Voilà, cette cartographie, elle peut vivre un petit peu de manière autonome, hein. On l'a présentée dans une newsletter, celle de décembre. Vous aurez accès à l'ensemble des documents cet après-midi. Une réflexion également sur finalement cette cartographie, j'ai dit, elle vit par elle-même. Est-ce que pour l'instant c'est quelque chose de relativement statique? Une fois par an, on sort de cette cartographie. Ça peut créer quelques frustrations parfois. Pourquoi je n'en suis pas alors que j'estime avoir vocation à y être? Il y a deux réponses à cela. Déjà, il y a dans tous les cas une version actualisée tous les ans et un formulaire que l'on va diffuser pour vous inscrire si vous estimez avoir vocation à intégrer cette cartographie. Et puis une réflexion un peu plus large sur est-ce qu'il n'y a pas une déclinaison dynamique de la cartographie? On y pense, on vous tiendra informé, mais on réfléchit à cette possibilité. Voilà. Et puis, encore une fois, pour prolonger ces réflexions de fond, traitées directement ou indirectement par ce livre blanc, vous avez dû remarquer que désormais, on porte également avec Alexandre une série de newsletters mensuelles. Ça sert également à ça, à creuser des sujets, aller plus loin sur des sujets thématiques que l'on a pu traiter ou simplement aborder dans ce livre blanc. L'ordre du jour de ces newsletters est relativement ouvert, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez traiter d'un sujet ou d'un autre. Donc voilà un petit peu l'objectif, décrypter, comprendre l'innovation dans le domaine de la silver economy. Et ce document s'adresse autant à l'écosystème, aux acteurs qui sont déjà impliqués, que à des parties prenantes qui regardent la filière un peu de l'extérieur pour l'instant et qui se demandent s'ils ont leur place. Donc il y a vraiment cet enjeu-là également pour comprendre quels peuvent être les potentiels clients, partenaires, prescripteurs des services proposés par une structure. J'ai beaucoup parlé, donc je te laisse la parole, Alexandre. Merci Mathieu. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail du livre blanc parce que notre objectif, c'est que vous le lisiez. Parce qu'on travaille dessus depuis de nombreux mois, comme l'a expliqué Mathieu. Cette genèse plus longue que ce qu'on avait initialement prévu, elle est liée à deux décisions qu'on a prises. La première, c'est d'associer à la rédaction du livre blanc un comité d'experts dont la réunion est... Ah, d'accord, ok. La réunion, enfin la participation au comité, la réunion du comité d'experts a nécessité du temps, puisqu'on a dû solliciter des experts, les rassembler, les faire réfléchir ensemble et ensuite les solliciter individuellement pour avoir leur prise de position sur le contenu. Donc ça veut dire qu'ils ont dû lire le contenu et nous donner leur avis. Et la deuxième, c'est qu'on avait identifié dès le premier opus comment dire, un trou dans la raquette au niveau de l'offre autour des transports notamment et autour du local, quoi. On n'avait pas une visibilité très, très importante sur l'offre locale. Et donc, on se disait, un citoyen aujourd'hui qui habite sur un territoire donné, si à partir de la carto, est-ce qu'il peut avoir une compréhension de l'offre au niveau local? La réponse est non, puisque la cartographie ne donnait pas ce niveau de détail, quoi. Parce que quand on a construit la cartographie à partir d'une base de données, les données, c'est pour la plupart des données publiques qu'on a collectées en fait sur le web, quoi, sur le web ou en posant quelques questions aux dirigeants des entreprises. Mais on n'a pas pu approfondir la réflexion en se disant, OK, telle entreprise, quelle est sa zone d'impact, quelle est sa zone d'action, et derrière pouvoir construire, bon, on en a rêvé, mais on n'a pas pu le faire, une carte de France qui permette de savoir voilà, quelles sont un peu les zones blanches pour la téléassistance, quelles sont les zones blanches pour tel ou tel service. Et en fait, comme ce travail un peu de fourmi, on n'arrivait pas à le faire au niveau global avec la cartographie. Avec Mathieu, on s'est dit, on va essayer de rassembler un petit comité, enfin un sous-comité d'experts pour essayer de réfléchir sur un territoire donné à quoi pourrait ressembler l'offre. Si je me positionne, je sais pas, à Besançon, par exemple,
à Besançon, est-ce que une personne âgée qui habite Besançon, elle va avoir accès à l'ensemble des services que la filière, enfin que les acteurs de la filière peuvent proposer? Est-ce qu'elle va accéder facilement à de la téléassistance? Est-ce qu'elle va accéder facilement à des services à la personne? Est-ce que parmi les services à la personne, elle aura vraiment l'entièreté des besoins à sa problématique, etc., etc. Et donc, on a commencé à travailler sur ce sujet. Donc, ça a rallongé un petit peu le délai parce qu'on s'était dit que ça ferait un bon zoom sur une thématique qui compléterait la réflexion. Et malheureusement, ce travail qui nous a pris pas mal de temps, on n'a pas réussi à faire émerger un résultat satisfaisant, donc il ne figure malheureusement pas dans le livre blanc, mais ça fait partie des axes sur lesquels on veut travailler en 2024 en rassemblant des parties prenantes qui puissent nous aider à construire cette approche locale. C'est une approche locale qu'on situera volontairement sur un territoire donné pour avoir un petit peu un outil de réflexion, mais qui pourrait avoir vocation à s'élargir. Parce que autant comment dire, il y a des organismes dont la géolocalisation est très simple parce qu'il existe aujourd'hui des bases de données publiques qui rendent ce travail possible. C'est le cas de tous les services tous les services du médico-social qui bénéficient d'un numéro FINES sont enregistrés dans une base de données. Et donc aujourd'hui, on peut assez simplement réaliser une carte de France de l'offre des EHPAD ou des SAD à partir d'une extraction. Mais ce n'est pas suffisant pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'on sait où se situe un SAD qu'on a une idée précise de sa zone de chalandise. Et la deuxième, c'est qu'une partie de l'offre, quoi. Donc, on veut réaliser ce travail avec des acteurs de terrain et c'est pour ça qu'on le poursuivra en 2024 et ça explique le retard qu'on a pris dans la production du livre blanc. Euh, ceci étant, c'est un travail dont on est très fier, la filière et moi, enfin, et toutes les parties prenantes qui ont participé à sa réalisation. Et on tient absolument à ce qu'il soit utile pour vous. Donc, on est très attaché à avoir des retours de votre part sur le contenu, sur les axes d'analyse qu'on a utilisés et sur la profondeur des analyses qu'on a faites. De la même façon, les choix qu'on a faits en termes de catégorisation, le fait de choisir les cinq piliers que Mathieu vous a exposé tout à l'heure, correspondait à en fait, une catégorisation qu'on avait définie initialement en 2022, donc pour le premier opus, mais qui a vocation à bouger, quoi. Le but de cet exercice, c'est d'être vivant, c'est d'apporter des éclairages. Euh, pour moi, quand j'ai construit la première cartographie qui a motivé en fait la collaboration avec France Silver Eco, elle date d'octobre 2021, et je l'avais construite pour répondre à une problématique qui était celle des investisseurs. À l'époque, on s'était dit, les investisseurs dans la silver economy, il y en a moins que dans l'IA ou dans les deep tech. Comment est-ce qu'on fait pour les attirer? Est-ce que c'est un problème de compréhension de l'offre? Est-ce qu'ils ne voient pas bien justement à quel point on a une offre riche et pertinente? Est-ce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a dedans? Et j'étais allé voir quelques investisseurs qui m'avaient dit que bien au contraire, le sujet les intéressait, mais que ce n'était pas toujours évident de comprendre là où était en fait la valeur. Donc j'avais fait cette cartographie initiale en pensant aux investisseurs et donc elle était vraiment structurée par rapport à leurs besoins à eux. Quand on a fait la cartographie la première cartographie avec France Silver Eco, on ne pensait pas aux investisseurs, on pensait aux acteurs de la silver economy. Parce que certains d'entre vous sont blanchis sous les harnais, étaient même présents avant la naissance officielle de la silver economy. Et donc tout ça n'a plus de secret pour vous. Et quand vous visualisez le monstrueux plat spaghetti qui est l'écosystème de la silver economy, ça ne vous fait pas peur. Mais imaginez quelqu'un qui rentrerait aujourd'hui dans cet écosystème et qui essaierait de comprendre qui sont ses concurrents, qui sont ses partenaires potentiels, auprès de quel accélérateur, organisme il peut se fier, avec qui il va pouvoir construire des partenariats gagnant-gagnant pour devenir un géant. C'est extrêmement complexe.
Et donc, le travail qu'on fait à travers les cahiers de la Silver Economy, à travers les livres blancs et à travers les différentes actions qu'on a chacun en termes de communication et d'analyse, doivent servir à tous les acteurs, c'est-à-dire à vous, mais aussi aux acteurs futurs, de façon à mieux s'orienter, gagner du temps, et pas passer des nuits blanches à essayer de comprendre s'ils peuvent faire confiance à X, Y ou Z, mais plutôt aller plus rapidement, trouver le bon partenaire, le bon marché, l'endroit où la demande ne rencontre aucune offre, de façon à être plus efficace. Et c'est vraiment ça ce qu'on veut faire avec Mathieu, avec Luc, enfin, avec France Silver Eco, la filière et toutes les bonnes volontés qui s'associent à ce projet, c'est vous apporter ces éclairages. Donc moi, j'espère sincèrement que le livre blanc vous apportera des informations, puisque c'est quand même pour ça qu'on l'a fait et qu'on a passé autant de temps à le réaliser. Et encore une fois, on est vraiment très demandeur de vos feedbacks, positifs ou négatifs, de façon à nous aider à construire en 2024 un livre blanc qui vous apporte de la valeur, vous soit utile et ne serve pas simplement à caler les armoires. Donc voilà, j'en ai terminé en fait avec ce petit exposé. Donc comme je vous l'ai dit en commentaire, le livre blanc, on vous l'envoie via les cahiers de la Silver Economy à 14h30 cet après-midi. Et voilà quoi. Et on est à votre écoute sur le diagnostic et l'évaluation du travail. Bon, comme vous Merci pouvez le beaucoup, voir, Alexandre. Je voulais, au-delà de ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, d'abord, te remercier toi personnellement, parce que au-delà de ce que tu fais pour France Silver Eco, ceux qui sont abonnés et habitués à tes écrits se réveillent tous les dimanches matins avec des notes de ta part qui sont toujours pertinentes. Donc, tu fais partie de ceux qui continuent inlassablement à alimenter de leur réflexion cette filière Silver Economy. Donc, sois-en remerciés au-delà du travail. Et puis, je trouve que j'avais à nouveau le travail sous les yeux, ce qui n'est pas le cas de des 109 participants qui viennent de t'écouter. Ils auront donc cet après-midi. C'est franchement assez remarquable. Il y a des chiffres, des statistiques, des graphiques que vous n'avez jamais vus jusqu'ici. Et donc, je veux vraiment insister là-dessus. D'abord, vous verrez plein de têtes connues, puisque du coup, on met en. Voilà, je vois Pierre Fugy, je vois Frédéric Garlot de la CNAV, je vois Alexandre Petit du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, je vois Romain Gano, Marc Bourquin, etc. Oui, des visages que vous connaissez pour certains, mais ça montre une chose sur lequel je veux insister avant que Mathieu ne parle du contrat de filière et que moi je file pour introduire cette fois-ci en présentiel le colloque à Schœlcher, à côté de Fort-de-France. Ce document, il est vraiment ce que on souhaite de ce que doit être la filière, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde se réunit, ou l'endroit où tout le monde se bat pour l'intérêt général d'un écosystème qui mérite qu'on se batte pour lui. Donc, lisez attentivement ce livre blanc. Effectivement, si il y a des éléments qui manquent, des visages, bon, eh bien, l'édition suivante est faite pour ça. Ça a vocation, ça a été dit, à être une espèce de baromètre annuel. Et donc, que cette version soit aussi une version martyr avec tout l'aspect positif qu'elle contient, mais aussi avec eh bien, les suppléments qu'on pourra y mettre pour ça. Mais il faut vraiment, vraiment que ce document garde sa valeur annuelle. Et puis moi, quand je le lis, hein, je me dis qu'il va évidemment intéresser le secteur, mais il va surtout, surtout, et je le dis à Mathieu, intéresser ceux qui ne connaissent pas le secteur. Voilà, on a toujours cette difficulté à périmétrer ce qu'est la silver economy pour les interlocuteurs qui nous connaissent pas trop. Et donc, vraiment, ce document-là, il faut qu'il circule auprès des parents. La diffusion qu'il mérite. Important pour nous tous. Ce sera important que vous ayez connaissance de ce document, mais ce sera aussi important que ce soit une forme de carte d'identité pour la filière à l'extérieur. Voilà ce Eh ben, merci Luc. Effectivement, alors pour pas qu'il y ait de jaloux, effectivement c'est ce que j'allais faire, mais je vais remercier le reste du comité des experts. C'était André Hawks du CEPSICA, donc Marc Bourquin de la FHF,
Laure de la Bretèche et Loïc Roland de la Caisse des Dépôts, Véronique Chéry du TASDA, Pierre-Philippe, Paul Durand, tu l'as dit, Frédéric Garlot et les équipes, Magali Rimbaud de la CNAV, Romain Gannot à l'époque H2A Mondial, Olivier Guérin de la SFGG, Nicolas Urtiger du CINERPA, Benjamin Leroux de la CNSA, Laetitia Monron que j'ai vu connectée, je ne sais pas si elle est toujours connectée, de la SNCF, qui a un gros enjeu de transport et de mobilité qu'on traite également dans ce document. Marie Morvan d'Intercommunalité de France, parce qu'on a associé aussi une association d'élus à cette analyse de la silver economy, puis Alexandre Petit, Luc, tu l'as dit, pour les gérontopoles. Donc effectivement, on a un peu l'art du teasing depuis le mois de décembre, mais donc on partage ce document en début d'après-midi. Il sera tout de suite en ligne sur le site internet de la filière. Et c'est l'occasion aussi de vous dire, voilà, je vous invite à parcourir à nouveau le site de la filière qui a fait peau neuve. On a regroupé site de filière et site de France Silver Eco, et donc toutes les ressources sont désormais en ligne. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à parcourir ce nouveau site de la filière. Merci Alexandre. Je sais pas, tu voulais compléter peut-être sur quelque... Non, tu Non, c'est voulais bon, rajouter quelque chose? j'ai fait le tour du sujet. Enfin, j'ai fait le tour. Super. Merci beaucoup. En prie. Écoutez, je passe rapidement au dernier sujet. Petit point d'étape rapide sur les travaux du contrat de filière, puisque on a un peu plus d'informations que lors du dernier CNSE. Donc, petit point rapide. Un instant, je partage le support. Donc, les travaux du contrat de filière, donc point d'étape très rapide, puisqu'on est encore au démarrage sur la plupart des groupes de travail. Un commentaire général, puisque j'ai reçu quelques interrogations, j'ai répondu à certaines, peut-être pas à toutes, donc comme ça c'est l'occasion de faire une réponse globale. Vous n'avez pas tous reçu les invitations pour tous les groupes de travail, ce qui est normal. Aujourd'hui, les deux groupes de travail qui sont le GT3 sur le fait d'atteindre l'usager en B2C et puis l'enjeu de faire rejoindre les acteurs grand public, entre guillemets, à la filière, et puis le GT6 sur l'adaptation de la société au vieillissement, les invitations sont parties, puisque ces deux groupes de travail, de par leur aspect très transverse, sont gérés au niveau de la direction générale de France Silver Eco, donc à mon niveau, avec Salma Briwell, qui donc est dans l'équipe de France Silver Eco depuis décembre. Les autres groupes de travail ont des copilotes, nécessite des petits points de préparation et nécessite également des alignements d'agenda pour fixer les rendez-vous. Donc, pas de panique. Je m'engage à ce que les personnes qui se sont inscrites en choix 1 ou en choix 2 au groupe de travail reçoivent bien les invitations pour pouvoir aborder les différents sujets. Mais pas de panique, il n'y a pas du tout de... Voilà, les listes sont bien figées sur la base des inscriptions avec le formulaire. C'est simplement une question de temps. Mais vous recevrez bien les invitations pour les groupes auxquels vous êtes inscrits. Petit point d'étape, donc pour rappel d'abord, l'objectif, définition des orientations de la filière sur la période 2024-2027 sur la base de 6 groupes de travail. Et puis, on a dit qu'on se donnait 100 jours. Les 100 jours ont déjà un petit peu commencé, hein, le décompte a déjà démarré. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir une version relativement aboutie des objectifs que l'on se fixe en commun d'ici fin mars pour faire un bon point d'étape sur le prochain Conseil national de la Silver Economy qui aura lieu le 4 avril 2024. Donc, c'est l'occasion aussi de vous rappeler cette date et de vous inviter à la bloquer dans vos agendas. Et surtout, pour certains peut-être, de prendre des billets de train, puisque ce CNSE sera physique. L'objectif, voilà, je continue ma parenthèse, mais c'est de retrouver un format physique pour un minimum de CNSE dans l'année, pour qu'on puisse quand même se croiser et un peu voilà, créer ce réseau, cet écosystème, que les gens puissent se voir très concrètement. Donc, on a 6 CNSE, dont 3 qui seront en physique, le 2e, le 4e et le 6e, donc celui d'avril, de septembre et de décembre. Donc, le prochain, 4 avril à Paris, on vous en dira plus sur le lieu, mais un amphithéâtre parisien, on enverra les invitations, bien sûr, mais on fera le point, on fera le bilan des grandes orientations de ce prochain contrat de filière. Je balaye rapidement les six thématiques et puis ensuite je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc le premier, pour rappel, comment soutenir et accompagner l'innovation dans la silver economy et comment mieux structurer économiquement notre filière. Donc effectivement, hein, c'est un point qui a notamment été abordé tout à l'heure avec l'intervention de
avec l'intervention d'Agnès, hein, donc sur la base des travaux menés notamment à travers les livres blancs de la Silver Economy. Alexandre en a parlé à l'instant. L'objectif sera de définir les meilleurs leviers pour permettre d'accompagner et de financer l'innovation pertinente d'un point de vue thématique et territorial. Donc, on a déjà des bases, on a déjà des analyses, des acteurs, des experts. L'idée, c'est vraiment de mettre ensemble des initiatives. L'idée n'est pas non plus, hein, et ça c'est une règle générale, de réinventer des outils qui fonctionnent déjà, mais quelque part d'être le catalyseur ou ne serait-ce que l'acteur qui met en lumière des initiatives qui fonctionnent. Donc, en tout cas, voilà. Et ce groupe de travail ne s'est pas encore réuni. Il sera piloté par Agnès Delier-Snyder, que vous avez vu tout à l'heure, copiloté. On a des échanges avec Stéphanie Combe, qui est DG du pendant public de Future for Care, entre guillemets, qui est le Health Data Hub. Donc, on est encore en échange. Mais voilà, donc dans tous les cas, le Health Data Hub s'impliquera dans les travaux. Si en plus il y a un copilotage, c'est plutôt, ça sera vraiment intéressant d'avoir l'approche privée et l'approche publique. Voilà un peu l'idée de travailler avec ces deux structures qui ont une forte expérience de l'accompagnement de l'innovation. On l'a vu tout à l'heure avec Agnès, et qui finalement apporteront un regard un petit peu neuf voilà, de l'écosystème, mais bien sûr, encore une fois, en partenariat avec tous les acteurs qui se sont inscrits, ils sont nombreux, à ce groupe de travail. Le deuxième, c'est l'accompagnement, l'internationalisation, on va dire, entre guillemets, des échanges de la filière, et puis le développement d'une offre à l'export dans le domaine du bien vieillir. Donc oui, la Silver Economy compte de nombreuses réussites économiques, mais en dépit d'une connaissance scientifique reconnue. La gériatrie française est très reconnue, mais finalement, il y a des difficultés à exporter le savoir-faire français dans le domaine du bien vieillir. Donc là aussi, des acteurs qui, à leur initiative, ont souhaité s'impliquer dans ces travaux. Guillaume Richard, président du groupe WeCare. Charles Barth, qui est président fondateur d'une start-up qui s'appelle iNounou, avec un outil d'IA de détection des chutes qui s'est développé en Chine pendant une vingtaine d'années et qui souhaite vraiment s'impliquer dans les travaux. Et puis Lorena Cabrera, qui représentera Business France. Donc ces trois acteurs, donc eux se sont déjà réunis une fois. On doit maintenant vous envoyer les dates des réunions, mais en tout cas, on avance sur ce point-là. Le troisième point, le troisième sujet, donc comment atteindre l'usager et comment impliquer les acteurs grand public au sein de l'écosystème. Donc, malgré un travail de fond de l'ensemble de la filière, les acteurs grand public n'ont pas encore rejoint notre écosystème. Grande distribution, culture, tourisme, mobilité, ont-ils pour autant anticipé le vieillissement de leurs clients dans les années à venir? Ce GT permettra d'analyser le contexte et de réfléchir à comment la filière peut les accompagner. Donc, ce GT s'est déjà réuni hier. Je remercie s'il y en a les personnes qui se sont connectées, qui ont participé, qui ont contribué. Piloté au niveau de la direction générale parce que on est sur un sujet très prospectif. De fait, on cherche à réfléchir à comment faire entrer des acteurs qui ne sont pas encore dans l'écosystème. Donc, on a préféré le prendre au niveau de la DG, ce qui n'empêche pas de travailler, comme on l'a fait hier, avec les acteurs impliqués déjà dans la filière. Le quatrième, c'est, on va dire, la suite un peu logique du Tour de France des Silver Régions, de la constitution des écosystèmes régionaux du bien vieillir. C'est la structuration territoriale de la filière et comment assurer une coordination au niveau territorial. Donc aujourd'hui, on a une structuration nationale. On avait créé une vraie dynamique autour du Tour de France à l'initiative, en partenariat avec la CNSA, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, des acteurs comme la Poste ou autres. Comment aujourd'hui on transforme l'essai et comment on part de cette dynamique pour structurer de réels écosystèmes régionaux, pour que les acteurs régionaux trouvent réellement leur place, pour que les acteurs nationaux qui ont des ramifications locales trouvent également leur place et une bonne architecture. Voilà, il y a un vrai sujet là-dessus pour comment on implique également les collectivités territoriales. Donc les copilotes que je remercie, je crois que Romain est toujours connecté, donc Romain Gano, donc directeur général de Silver Valley, et puis Loïc Roland, directeur grand âge d'autonomie du groupe Caisse et Dépôts. Donc c'est vraiment l'idée aussi de solliciter ces Romain et Loïc, c'était vraiment d'être encore une fois dans la continuité du Tour de France pour réfléchir à la meilleure des structurations. Le cinquième point, comment permettre à toutes les briques du parcours résidentiel de prendre le virage des nouvelles technologies. Donc, vraiment sur l'enjeu du parcours résidentiel de manière globale, du logement historique aux établissements en passant par toutes les formes alternatives d'habitat. Comment aujourd'hui on fait en sorte que ce parcours résidentiel bénéficie de tous les progrès technologiques. On en a également parlé tout à l'heure à travers l'intervention
d'Agnès, l'intervention également d'Anne-Sophie juste après en réaction. Donc comment on met au service de ce parcours essentiel des innovations, des produits, des services au service de l'autonomie. Donc je remercie Anne-Sophie qui a accepté de copiloter ce groupe de travail avec Marc Bourquin qui est conseiller stratégie à la FHF que vous devez à peu près toutes et tous connaître. Et puis le dernier point qui concerne l'adaptation de la société au vieillissement, dans la continuité principalement du rapport rendu par la filière, rendu par Luc en mai 2021. Comment on va au-delà de ce que l'on a porté dans le rapport? Comment on continue à pousser le triptyque logement, ville, territoire? Je parle également bien sûr de mobilité. Comment on reproduit l'exercice de MaPrimeAdapt, hein, pour rappel, une proposition en 2021 qui devient une politique publique en janvier 2024. Comment on poursuit le travail sur la thématique de l'adaptation des logements. Comment on élargit le champ thématique. Bien sûr, il faut parler logement, ville, territoire, mais il faut peut-être parler également numérique, accès à la culture, accès au tourisme. Même, on parle de plus en plus, on avait porté une étude avec Michael Page fin 2023 sur le marché du travail, le rapport de l'entreprise, des employeurs au vieillissement, aux salariés à partir de 50, 55 ans. Finalement, c'est l'ensemble de l'environnement, l'ensemble de la société qu'il faut faire évoluer par rapport à cette enjeu du vieillissement. Donc, une approche extrêmement large. C'est pour cela également que ce GT est plutôt piloté côté DG de Franciel Vereco pour avoir un prisme transverse et holistique. Donc, je le répète, vous allez recevoir les invitations assez rapidement pour ces différents GT. Je pense que ce qui prend le plus de temps, c'est finalement de mettre en place les rendez-vous, puisqu'après, ça se fait par visio, 1 heure, 2 heures, pas la peine forcément de se voir 10 fois. Et l'idée après, c'est aussi de compléter vos interventions, vos participations par des contributions écrites ou autres. Certains l'ont déjà fait suite au GT d'hier, je les en remercie. Donc voilà où on en est, voilà comment se structurent les travaux. Je remercie une fois de plus les pilotes, copilotes qui ont accepté de mener ces travaux. Je rappelle à tout le monde qu'encore une fois, l'idée n'est pas de trouver des solutions, mais de se poser des questions, de se fixer des objectifs pour les quelques années qui viennent. 2024-2027, c'est moins long que les 10 années de la filière. On veut à la fin un document beaucoup plus ramassé que celui qui a été écrit en 2013. Donc, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou plus tard, par rapport à l'organisation, par rapport au fond, par rapport à une thématique qu'on n'aurait peut-être pas abordée. Que l'idée, c'est peut-être d'avoir défini 6 6 espaces de travail, mais le périmètre peut encore évoluer. Et on a le temps d'ici fin mars, début avril, de réorganiser tout ça, d'adapter tout cela pour avoir un contrat de filière complet et panoramique pour adapter au vieillissement à la société. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, j'ai vu quelques questions en commentaire et donc j'y répondrai par la suite. Je vois qu'il est 12h moins 5. Je pense que tout le monde a faim et est fatigué. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir pris la parole ce matin. On transmettra les remerciements à tous les, à tous les intervenants qui se sont déconnectés. Merci Alexandre de ta participation aux travaux de la filière et à ce CDSE de ce matin. Et puis, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, rendez-vous le 4 avril matin pour le prochain CNSE en physique à Paris. Et puis, à votre disposition. Alors, je vois quand même maintenant des questions. Donc, j'y répondrai individuellement. Je vois comment peut-on participer au GT. Alors, il y avait une campagne réseaux sociaux et mail pour pouvoir s'inscrire. Aujourd'hui, le formulaire a été clos puisqu'on devait démarrer les inscriptions. Mais écrivez-moi un mail si vous souhaitez vous raccrocher à un groupe de travail et je ferai en sorte de vous ajouter à la liste. Celles et ceux qui ont rempli le formulaire, rassurez-vous en tout cas là-dessus, il n'y a pas à jouer des mails, vous pouvez vous confirmer que tout a été bien pris en compte et vous recevrez les invitations en temps et en heure. Merci beaucoup et puis à très bientôt.